Hello les amis, aujourd'hui on a l'immense honneur de recevoir le meilleur français de l'histoire sur 1500, Asdin Abs. Alors Asdin, c'est 3,27 au 1500, record de France, signé cette année à Charletti, c'était à Paris, et au moment où on enregistre ce podcast, il détient tout simplement le meilleur chrono mondial de 2025. Alors dans cet épisode, Asdin, il va nous parler de son parcours qui force un peu le respect, on va pas se mentir, en fait rien n'a été simple, immigré marocain, il a dû se battre pour trouver sa place, il a progressé année après année, et il a montré qu'avec de la persévérance et aussi du talent, on peut atteindre le très très haut niveau. Dans cet épisode, on revient sur ses débuts qui sont loin d'être linéaires, ses plus grandes courses, ses entraînements aussi qui vous allez voir sont assez impressionnants. On va parler d'une semaine type pour faire ce genre de chrono, les sacrifices aussi qu'il a dû faire, les hauts, les bas, ce qu'il vise pour la suite, etc. Asdin, c'est un mélange de détermination, de force tranquille et d'humilité comme j'en ai rarement vu. Et croyez-moi, son parcours risque d'en inspirer pas mal d'entre vous, que vous soyez un coureur aguerri ou un amateur. Bref, je vous en dis pas plus, mais avant de commencer, un petit mot sur Coros, le sponsor du podcast. Si vous avez une montre Coros, vous avez peut-être déjà remarqué le score de rendement qui s'affiche à la fin de votre jog ou de votre séance. Ce score, qui varie entre 80 et 120%, il va mesurer votre économie de course en se basant sur votre fréquence cardiaque. En gros, ça vous indique l'effort que vous avez dû fournir pour une allure donnée. Plus le score est élevé, plus vous avez été efficace. Ce score de rendement, il est calculé sur vos 42 derniers jours de course. Pour que ça fonctionne bien, il faut évidemment avoir une fréquence cardiaque précise, donc si vous avez le brassard Coros, mettez-le. Et je vais vous expliquer rapidement comment je m'en sers au quotidien. Premier exemple, quand je suis revenu d'altitude du Kenya pour courir mon 2h12 à Valence, voici mes jogs à J-3 et J-2. Comme vous pouvez le voir, j'avais d'excellents rendements de 114 et 108%, et ces scores-là, ils confirmaient bien mes sensations, je me sentais vraiment fort, je sentais que j'avais récupéré de mon gros bloc marathon, et mon économie de course semblait très élevée, ce qui est parfait pour le marathon. Autre exemple, récemment je suis tombé malade, j'ai chopé un gros rhume, j'ai quand même continué de courir très facile, et voici les scores de rendement que j'ai obtenus pendant cette période. Vous voyez, c'est pas très fameux, 91% et 93%. Encore une fois, ça confirme mes sensations, mon corps n'avait pas beaucoup d'énergie et c'est normal, il était occupé à combattre le virus. Et finalement, il y a quelques jours, j'ai fait un 12 x 1000 mètres pour préparer le Summit de Paris, c'était une grosse séance, j'ai fait ça en matinée et le soir, je suis allé faire un jog pour faire un petit double, pour rajouter du volume et vous pouvez voir que mon score de rendement était encore une fois très faible. C'est normal, je venais de donner beaucoup durant ma séance et c'était la preuve que j'avais besoin de récupérer et qu'il fallait faire attention. Sur le Training Hub, vous pouvez suivre votre rendement sur la période de votre choix. Regardez par exemple ce graphique qui montre l'évolution de mon rendement sur les 39 jours avant mon 2h12. On peut voir une amélioration significative et progressive de mon économie de course, mon rendement, particulièrement durant l'affûtage, ce qui était un super bon signe pour performer. Le score de rendement, c'est donc un super indicateur pour suivre votre forme, détecter vos niveaux de fatigue, ajuster vos entraînements et voir si vous progressez, en particulier sur l'économie de course, et ça c'est très important pour le marathon. Merci à Coros de soutenir le podcast, et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue en OS Podcast, aujourd'hui on est toujours à fond romeux, on est avec Asdin Abs. Merci Asdin, c'est vraiment cool de nous laisser un petit peu de ton temps là, parce que je sais qu'il est précieux en ce moment. Donc ce matin tu me disais que tu n'avais pas fait d'entraînement, c'est ça, donc là t'es frais hein. Là, je suis frais là. Et avec Guillaume, qui nous vient tout droit du Canada. Merci Salut Guillaume, 3e podcast. Dernier podcast à fond romeux d'ailleurs, parce qu'après il va falloir qu'on s'entraîne. Mine de rien, c'est fatigant les podcasts. C'est ce qu'on disait avec Nico Darus, c'est comme une séance un peu sur le mental, tu vois. Ça fatigue un peu comme une séance, un peu moins physiquement, quoique d'être assis, c'est pas facile de jogger après, mine de rien. Fait que dis-toi qu'on a eu 120 questions. Quand j'ai posté la story que tu as repartagée d'ailleurs, merci. On a eu 120 questions. On a dû trier, je vous dis, on va pas poser toutes les questions. Il y en avait des plus pertinentes que d'autres d'ailleurs. Mais globalement, elles étaient très bonnes et ça nous a beaucoup aidé pour faire le plan du podcast, pour savoir un petit peu ce qui vous intéressait. Fait que Asdin, on aimerait commencer par un peu mieux comprendre ta vie en fait, d'où tu viens. Évidemment, tu dévoiles ce que tu veux. C'est vraiment pour les gens qui ont envie de te connaître en fait. Fait que toi, tu as commencé l'athlé quand tu étais jeune, de ce que j'ai compris. Est-ce que tu peux nous expliquer? Et je pense que tu l'as commencé au Maroc, mais je suis pas sûr. Fait qu'est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu? Alors, pour commencer, moi je suis né en Maroc et je suis arrivé en France à l'âge de 19 ans. Et avant, j'ai fait des crosses scolaires au Maroc, Comme chez nous en fait. Comme chez vous, Okay. exactement. Et mais j'étais pas vraiment à l'entraînement, c'était plus pour partager des moments avec mes potes à l'école. Et après mon bac en 2011-2012, je suis arrivé pour rejoindre ma mère qui est dans la région parisienne. Ok.
Et c'est là où j'ai pris ma première licence en fin 2012. Et c'est là où j'ai commencé vraiment l'athlé. Et pour moi, c'était une opportunité pour apprendre déjà à parler la langue. Parce que quand je suis arrivé en France, je Ouais. sais même pas. Tu parlais pas français du tout? Ah non, du tout. Je sais dire des mots, mais c'est comme les Français avec l'anglais. Hein. Toi, tu parles pour quelqu'un qui a appris sur le tard, tu parles bien. Non, c'est vrai, hein, on se rend pas compte. En plus, le français, c'est une langue difficile à apprendre, là. Ouais, Les je pense que conjugaisons et tout, là. Ouais, courageux. Ok, fait que t'es arrivé tard, en fait. T'es arrivé 18-19 ans. 19 ans. 19 ans. Et ma première saison, c'était 2012-2013, où j'étais vraiment moyen. Hein. J'avais quelques kilos en plus. Ok, ouais. Et entre 2013 et 2018, c'est là où j'étais dans un club 93, Perfit Multiathlon. Un club formateur. On faisait cross l'hiver. Et il était quelques 10 km. Et la saison, ça s'arrête à Marvejols-Mende. Je pense à des gens qui connaissent cette course. Je l'ai couru une fois. Et après, ça repart et c'est comme ça. Mais cette période, ça m'a permis de travailler le foncier et d'être plus solide sur le long. Et en 2018, j'étais champion de France de semi-marathon à Saint-Omer. Ok. Et l'année d'après, je voulais essayer autre chose. Et comme j'avais des potes au club qui font du 1500, et je me suis dit, oh, tiens, pour changer un petit peu le semi-marathon, je vais tenter. Et j'ai couru ma première course, c'était à Lyon, CR15, 3,40. 3,40 ton premier 15? Non, j'avais fait avant, mais c'était plus... Pour le fun. Ouais, pour le fun. Dans le premier vrai que j'ai fait, c'était à Lyon. Mais sinon, avant, ouais, j'ai couru, c'est encore, je pense, sur YouTube, on peut le voir, une course à Maison-Alfort en 3,54 où j'ai couru seul devant. Ok. Et au Maroc, t'en faisais un peu de la piste finalement? Non, parce qu'on n'a pas de piste en fait. Ah ouais? Là où j'ai grandi, on n'a pas de piste. C'est comme ouais. au Kenya, c'est de la terre et on n'a même pas de piste de 400 mètres. Donc on arrive en France, c'est là où j'ai vraiment commencé l'athlétisme. Est-ce que avant d'arriver, tu avais déjà en tête que tu voulais faire de l'athlé, enfin de la course à pied en général, quand même performant, ou quand tu arrives en France, tu es en mode je sais pas trop ce que je vais faire, enfin les études et tout, t'étais dans quel état d'esprit en fait quand tu arrives? Alors quand je suis arrivé, c'était plus pour reprendre les études et derrière faire du sport à côté. Et quand je suis à l'université, je me suis rendu compte vite que la barrière de la langue, c'était hyper importante. Et je pouvais pas. Du coup, je me suis dit, il faut s'adapter. Il faut trouver autre chose à faire. J'ai commencé un travail alimentaire et à côté, je m'entraînais à Perfit, en 93, dans un club. Ok, d'accord. Et voilà. C'était aussi l'occasion d'apprendre à parler français parce que dans le club, on a des amis qui parlent français. Du coup, j'ai appris comme ça. Et au début, c'était pas trop dur, justement. Enfin, je suis toujours curieux, tu sais, mais j'en parlais avec Mousse quand il est venu sur le podcast, qui vient aussi avant d'Algérie. Bon, c'est un peu différent, mais je pense que ça peut se ressembler. Est-ce que c'était comment les premières années en France quand tu parles pas la langue? Parce que tu vois, moi, je viens d'immigrer en Espagne. Parle pas la langue et en vrai c'est dur de se faire des amis, tu vois, genre on reste tous les deux avec ma copine, tu parles pas la langue et t'as envie de parler et ok, tu connais pas de vocabulaire, tu vois. Alors Mousse, je pense il est arrivé jeune. Mousse, il est arrivé plus jeune, ouais, je veux pas dire de bêtises sur l'âge, mais je pense 9 ans de mémoire. Quand on arrive jeune, je pense c'est plus facile parce qu'il y a l'école, on apprend vite une langue. Mais moi, je suis arrivé dans une période à 19 ans. C'est tard et tous mes amis sont au Maroc. Et après, en fait, l'athlétisme, c'était vraiment un sport qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes, de voyager et d'apprendre la langue. En premier temps, j'ai jamais pensé vraiment être pro. Et au fur et à mesure des années, j'ai progressé et c'est venu tout seul finalement. Et comment ça s'est passé avec ton entraîneur
Parce que moi, je me rappelle quand je suis arrivé au Québec, ils parlent français, mais il y a quand même un accent assez prononcé. Ben, je comprenais pas ce que le coach il me demandait, donc je suivais le groupe. Est-ce que toi, comment tu faisais pour comprendre les séances, comprendre ce que tu devais faire à l'entraînement? Alors, moi, quand je suis arrivé, il y avait un ami aussi qui est arrivé jeune. Il est marocain et du coup, il me traduisait au début. Et au fur et à mesure, j'apprenais des mots et chaque fois, j'entends un mot, je dis ah ouais, ça veut dire ça. Et au fil des années, j'ai appris à parler et passer cette barrière de la langue. Ouais, parce que quand t'es arrivé, il n'y avait pas le Google Traduction et tout. Si, il y avait... Tu sais, aujourd'hui, c'est plus facile en vrai avec. Maintenant, On il y a n'avait même- pas les smartphones, Ouais, on c'est avait ça. des téléphones à l'ancienne, les BlackBerry. Ouais, ok. Est-ce que Vas-y. est-ce que t'as une famille de sportifs à la base ou? Non, du tout. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. Mon père, c'est un agriculteur. Il est toujours au Maroc et cultivé de la terre. Et il n'y avait pas de sportifs dans ma famille. Et c'était vraiment aussi pour les vacances. Pour moi, c'était d'aller travailler dans les champs avec mon père. Et je me souvenais quand j'étais petit, je me lève tôt avant qu'il se réveille pour. Je prends mon vélo et je pars en ville à 6 km plus loin pour entraîner avec le club de Oh. petite ville pour pas passer la journée dans les champs parce que c'était pas vraiment marrant Ouais, ok. à 13-15 ans. C'était un genre de double seuil à l'époque déjà. Tu te levais avant et. Donc, tu avais une bonne condition physique. En fait, tu as grandi un peu dans un milieu rural, un peu campagne. Oui. Tu étais beaucoup dehors à aider. Donc, physiquement, tu étais très actif comme enfant finalement. Oui, ça, je pense, c'est une chance qu'on a en Afrique, c'est que là-bas, déjà, on est tout le temps dehors, on joue dehors, il n'y avait pas les smartphones, on passait notre temps à courir, à jouer avec au foot ou même course. Et aussi, j'avais la chance on mange bien, il n'y a pas de nutrition transformée et tout ça, ce qu'on a en Europe. Il y a moins de fast-food. Il y a des McDo au Maroc? Je pense qu'il y a c'est dans une grande ville, mais non, ça coûte cher et les gens mangent vraiment bien. Parce que les fruits et légumes, ça coûte pas cher. Okay. Et comme j'ai grandi dans une région où il n'y a que de l'agriculture, donc T'étais en aussi, c'est un altitude? avantage. Non, on est 400, 300 mètres. Ok. Et est-ce que quand tu étais jeune, tu regardais un petit peu l'athlète des fois, parce qu'il y avait quand même Hicham, il est marocain, si je dis pas de bêtises, donc c'était quand même une star, quoi. Est-ce que c'est un athlète que tu suivais à l'époque? Est-ce que tous les Marocains le connaissaient, par exemple? Ah oui, moi, je me souviens quand j'étais petit, mes cousins, pour rigoler, ils m'ont dit « Ah ouais, tiens, il y a Aile Rouge qui arrive quand je vais faire des petits footings de 20 minutes, 30 minutes. Et ah ouais, il y a Aile Rouge qui arrive. » Ah ouais, pour rigoler. On appelle Aile Rouge, c'est comme Kipchoge maintenant, je pense. Ouais. Et oui, après, c'était une star. Je me souviens, moi, en 2004, toujours de ce finish contre Bernard Lagat. Le dernier 100 mètres, je connaissais même pas, moi, le 1500. Je sais qu'il court, c'est tout. J'étais un petit jeu, j'avais 11 ans. Et c'est là où vraiment, c'était la course qui m'a vraiment donné envie de tester ce sport. Ouais. De courir, avec l'entraînement derrière. Voilà. Ça me donne envie de la Tu te souviens ou pas de cette course? Je me souviens du finish, mais de la course en elle-même. Comment ça finit, le dernier 100 mètres? Bah, en fait, il faut savoir qu'Olga Rouge, il a perdu, je pense, déjà en jeu d'Atlanta, il est tombé. Il est touché par Morsi, il est tombé. Donc, en 2000, il se fait battre par un Kenyan, Nguyen, un truc comme ça. Ouais. Et 2004, c'était sa dernière chance pour être champion olympique. Et le dernier 100 mètres, il a accéléré les derniers 400 mètres et Bernard, il est resté à côté. Les derniers 50 mètres, il est passé. Et le rouge, il a remis encore un petit peu. Et là, il passe devant. Il devient la première fois champion olympique
Il avait le record du monde, 5 fois champion du monde, mais il était jamais champion. C'était la malédiction un peu, je me souviens. Exactement. À la fin, on se demande si ça n'a pas créé une petite boucle d'anxiété là dans la tête. Oui, bah lui, il a parlé après de ça. Il a dit que c'était dur psychologiquement d'arriver au jeu parce que la première fois, il tombe, la deuxième fois, il perd et la troisième fois, c'était la dernière chance parce qu'après, il veut prendre sa retraite. Ouais. Et je me souviens très bien de Mantel quand il a dit « Hicham, il est grand, Hicham, il est très grand ». C'est vrai que c'est resté culte comme phrase. Ouais, cette phrase. Donc, oui, c'est... Bah, il y avait Saïd Aouita et Hicham Grouch, donc c'est des deux plus grands athlètes marocains qui inspirent toujours même les jeunes athlètes marocains. Ouais, puis le fait que son record ce soit 3,26,00, ça a rendu le truc encore plus emblématique, tu sais, c'est tellement spécial. Est-ce que tu l'as déjà rencontré Oui, on a un ami en commun qui vient de la même ville et c'est un super pote. Ok. Et je l'ai déjà rencontré. Il est venu l'année dernière à Bruxelles en finale de Diamond League. Et on a discuté un petit peu. Et c'est quelqu'un vraiment humble, gentil et qui peut-être un jour en podcast. Pourquoi pas. Est-ce qu'il parle français ? Il parle très bien français. C'est vrai, il parle très bien français. Intéressant. Bon, écoute, on va pas parler trop d'Hicham, mais j'étais curieux parce que le Maroc, vous êtes combien au Maroc en population à peu près 40 millions, je pense. Ok, maintenant. quand même. Ouais, c'est pas un immense pays non plus, mais voilà. Non. C'est quand même fou. Donc ensuite, tu dis, t'es en France 19 ans. Là, tu commences l'athlé dans un club et tout. Le coach que t'as à l'époque, est-ce que c'est toujours le même aujourd'hui ou t'as changé ? Non, après la saison 2019 où j'ai fait mon premier vrai 1500, j'avais fait 3,40. Derrière, ça m'a permis de rentrer au meeting de Marseille. Okay. J'ai fait 3,38 et c'est là où à 3,38. À l'époque, en plus, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Hein. J'avais pas les pointes carbone, on n'avait pas les chaussures carbone. Pas de wavelight. Pas de wavelight, pas de bicarb. Pas de bicarb. Pas grand. Juste les jambes pour courir. Juste les jambes. Donc 3,38, c'était vraiment un chrono qui m'a encouragé d'aller chercher encore mieux. Et c'est là où j'ai rencontré Philippe Dupont à Série Course. Oui. Et je lui ai demandé, je suis allé direct, je lui ai dit ouais, est-ce que ça t'intéresse d'entraîner Et il m'a dit, bah écoute, là il y a les championnats du monde à Doha, après les championnats du monde en septembre, tu peux venir à l'INSEP et on discute. Et c'est comme ça, c'est parti. Donc 2019, 3,38. 2020, après le Covid, j'ai fait 3,35, 74 de mémoire. Et le Covid m'a permis d'avoir un an de plus pour chercher les minima. À l'époque, c'était 3,35,00. Moi, j'ai fait 35,74, un truc comme ça. Du coup, les Jeux 2021 et 2021, et après, j'ai fait les minima à Marseille même. À Marseille, ouais. 3,34,62, je pense. Et derrière, j'ai couru à Monaco où j'ai fait 3,31. Donc, de 2019 à 2021, en 2 ans, je suis passé de 38 à 31. Sacré progrès. Et à l'époque, sur tes premiers 1500, là, quand tu fais 3,40, tu te souviens les Français qu'il y a à cette époque ? Alors, je me souviens très bien. Il y avait Mohamed Amin El Boujaji. Donc, c'est un gars jeune, il était vraiment fort. Il a fait 3,40. J'ai encore même la vidéo, en fait, je l'ai gardée. Okay. Et j'ai fini en finish contre Baptiste Michler. Ah ouais, on dit. Donc, et après, derrière, je me souviens pas. Il n'y a plus beaucoup aujourd'hui, ils sont plus trop là, cette génération, c'est marrant. C'est comme quand on parlait un petit peu avec Nicolas Daru, il nous disait avec qui il se battait quand il était jeune, il n'y en a plus beaucoup qui sont là. C'était Hassan. Hassan, Morad. C'est tout. Baptiste Michler, il est toujours là. Il a fait 3,34 cette année. Vrai, et je pense qu'il peut revenir encore à 100 niveaux parce qu'il a fait quand même 3,32 à Monaco en 2021. Et je pense qu'il va revenir. Et est-ce que c'est au moment où tu parles avec Philippe Dupont après ton 3,38 que tu commences à penser à devenir professionnel ou de voir que tu as peut-être une chance à jouer là-dedans pour aller à l'INSEP, etc. Ou comment ça se passe dans ta tête ? Alors,
Là, quand je l'ai rencontré, on a discuté pendant 1 heure. Hein, c'est pas, je n'ai pas posé juste la question. Il m'a dit, tu viens à l'INSEP. On a parlé pendant 1 heure. J'ai expliqué ce que je faisais au club. Et du coup, il m'a dit, bah, écoute, tu peux faire 3,34 ou même mieux. Qu'est-ce que tu fais à l'entraînement? Parce qu'au club, c'était un club vraiment axé Un peu cross. loisir. Ah, ok. Loisir aussi. Le coach, c'était plus un indicateur qu'un coach. Il connaissait pas très bien l'athlétisme, pas de musculation. Ok. Les côtes, on les faisait comme ça, en seuil, limite. Donc là, quand je suis passé de rien à tout à l'INSEP avec un coach qui maîtrise très bien Ouais. la distance, là, ça m'a permis vraiment de passer un cap et T'étais athlète identifié à ce moment-là? Ça non. marchait comme non? Ok. Donc t'avais pas le droit de la pension à l'INSEP et tout, si tu pouvais aller à l'INSEP juste comme ça? La première année où je suis arrivé à l'INSEP, en 2019, j'ai été partenaire d'entraînement de mon ami Mehdi Bellage, qui fait du cycle. Ouais. J'étais son partenaire d'entraînement la première année, et l'année d'après, ça m'a permis d'être en demi-pension. En gros, on a le droit d'avoir le repas et juste l'entraînement. Ok. Et après, bah, j'étais interne plus tard. Et après, quand tu es devenu interne, est-ce que tu avais aussi un partenaire d'entraînement comme tu l'avais été avec lui ou... Non, parce que j'avais pas le droit. Il y avait déjà En fait, Philippe Dupont, il est parti à la retraite. Il y a un autre coach qui est arrivé, un autre groupe, et moi, j'avais pas le droit d'avoir un groupe parce qu'il y a déjà un groupe. Soit je rejoins le groupe qui existe déjà, soit... Tu t'entraînes tout seul. Oui, exactement. J'ai fait le choix de m'entraîner tout seul. Intéressant, ok. Tu vas combien de fois par semaine à l'INSEP quand tu es sur Paris? Est-ce que tu y vas souvent pour t'entraîner? C'est quoi l'avantage d'y aller d'ailleurs? Alors, moi j'habite juste à côté, je suis à Nogent, donc c'est à 3 km de l'INSEP. Oh. Et les footings, les seuils et tout, j'ai fait dans le bois de Vincennes, donc je suis à 1 km de bois de Vincennes, et tous les entraînements spécifiques, je l'ai fait à l'INSEP parce qu'on a l'avantage d'avoir la technologie de la Wavelight à l'extérieur, d'avoir une piste de 340 mètres à l'intérieur, donc quand il y a de la pluie, le vent, trop bien. On est à l'intérieur. Par contre, quand il fait chaud, bah... Ouais. Ça marche comment, la Wavelight? Est-ce que tu dois à l'avance dire c'est quoi ta séance ou tu peux vraiment le faire au dernier moment? Alors, ils ont fait passer une petite formation au coach et en gros, on peut la régler comme on veut. Mais plus la séance, elle est simple, genre 20 x 400 récup 1 minute, c'est plus facile que 400, 500, 300. Ouais. Donc, ou sinon, il faut quelqu'un à côté pour chaque fois la lancer. Mais c'est pas vraiment compliqué. Tu trouves que c'est intéressant comme outil? Tu trouves qu'il y a que des bénéfices ou tu penses qu'il faut y aller avec parcimonie des fois, avec la Wavelight? Je pense que c'est une technologie qui permet déjà d'être régulier à l'entraînement, de ne pas aller trop vite. Trop vite, ok. Ouais. Parce qu'on voit au club, surtout quand il y a des groupes, donc tout le monde veut montrer qu'il est fort. Donc ça permet déjà d'être régulier, on voit la lumière, et je pense que les clubs doivent vraiment investir dans cette technologie. Ouais. Elle est vraiment importante et chill. Est-ce que tu penses qu'en revanche, bah, ça t'apprend pas à mettre l'allure toi-même, tu vois? Parce que du coup, il y a quelqu'un, enfin, il y a une technologie qui le fait pour toi, du coup, tu débranches le cerveau, en fait, d'une certaine façon. Non, parce que les allures, les SP15, 3000, les trucs rapides, on les fait comme ça à l'aveugle, et ça permet de connaître le rythme. Alors, sans la Wavelight, les SP? Sans la Wavelight, et aussi, comme ce soir, on fait un footing et derrière, on fait des lignes. Et il faut connaître l'allure. Le coach annonce 14-0 au 100 mètres. Il faut le faire à 14-0 pour connaître vraiment l'allure. Et pas en 12, tu pourrais faire combien, tu crois, sur 100 mètres au plus vite? Je sais pas, mais... T'as jamais fait un départ en start? Non, j'ai jamais fait ça, mais je sais pas, 11, un truc comme ça. Ouais. Quand même. Ouais, Est-ce que le fait d'utiliser la Wavelight à l'entraînement, ça t'a aidé en course quand tu la vois ou c'est...
en course, ce qui est important, c'est les vrais lièvres. Et comme il y a la wavelight en plus, ça permet que les lièvres partent pas trop vite et de rester vraiment serrer les allures et d'avoir une course vraiment régulière. Et plus la course elle est régulière, plus Ça fait des bons chronos. Des bons chronos. Et je pense même sur marathon, quand on voit le projet de l'équipe Sub2. Ouais, voilà. Donc, ça aussi, on a vu que la régularité sur une course, c'est ce qui permet vraiment d'aller. Ouais. Et si tu avais à choisir entre la wavelight ou ton coach à vélo devant, tu choisirais quoi? Le coach. Il prend le vent. Non, pas que le vent, mais d'avoir quelqu'un devant, c'est plus motivant que juste la lumière à côté. Oui, parce qu'au final, tu es obligé de regarder tout le temps. Tu regardes le sol ou on la regarde pas. Non, ok. Tu sais qu'elle est là, mais... Ça dépend de la période. C'est le soir, on la voit très bien au coucher de soleil, mais quand il fait vraiment à midi, là, on la voit moins. Il faut de temps en temps la regarder. Parce que j'ai couru avec la Wavelight pour la première fois au Fast 5000 et c'était pas une bonne course. Et la Wavelight, elle a commencé à partir, tu sais, et là, j'ai trouvé ça dur. Quand la Wavelight, elle commence à s'éloigner, là, tu commences à... Wow, j'ai l'impression que la Wavelight, c'est tout ou rien, tu sais. Si t'es dessus, c'est motivant. Si elle part, t'es... bon, je suis tout seul, quoi. Comme le pack. Ouais, mais là, ça te le rappelle encore. Parce que là, ça te dit l'allure en plus, tu vois. Quand t'es avec le pack, tu peux au moins jouer la gagne. Ouais. Quand t'es tout seul derrière avec la Wavelight qui part, c'est dur. En tout cas, sur 1500, vous avez peut-être moins ce problème-là aussi. Surtout toi. C'est rare que tu sois là derrière. Mais... Non, on a moins ce problème parce que en général, on est sur la Wavelight au moins pendant 1000 mètres et le dernier 500 mètres, tout le monde relance pour la gagne et on la regarde moins finalement. Ok. Est-ce que tu as fait des études en sociaux? Est-ce que j'ai trouvé ça sur Internet? J'ai trouvé ça marrant. Oui, je me suis inscrit à l'université de Saint-Denis Paris 8, mais je ne suis jamais allé au cours parce que la barrière de la langue, c'était trop dur. C'était trop dur et je comprenais rien. Oui, sinon j'avais un bac L, j'ai fait les études françaises, littérature française. Okay. Et mais j'ai dit je reprends plus tard après ma carrière. T'as un intérêt pour toi? Est-ce que c'est toujours un intérêt, la sociologie, pour toi? Non, j'ai peut-être la sociologie à l'entraînement. Oui, c'est possible, ça existe. Non, je veux plus m'orienter plus dans le coaching et même dans l'entraînement et comprendre un petit peu plus et suivre pas forcément des athlètes de niveau, mais coacher, quoi. T'as déjà coaché des amis ou des gens proches ou... Oui, mais quand c'est des objectifs, on va dire, faciles. Plus amateurs, quoi. Plus amateurs, ça va, mais non, je trouve que j'ai pas encore les compétences pour coacher, même si je cours vite. Coaching, c'est autre chose. C'est notre métier, ouais. Notre métier. Ok. Ouais. L'expérience ne suffit pas, quoi. Non. Non, mais elle peut servir, mais ça elle peut aider. Ouais. Surtout le point de vue psychologique, tu sais, pour rassurer. Tu comprends vraiment ce que vit un athlète quand tu l'as vécu aussi. Surtout toi qui as fait les plus grosses compétitions. On a beaucoup parlé avec Nicolas Marie-Daru et Sarah Madeleine de la pression des jeux, parce que eux, c'était leur premier jeu. Oui. Et tu vois, les deux qui sont quand même très forts mentalement, je trouve, ils ont dit, Paris 2024, c'était trop, tu vois. C'était... En fait, déjà, les Jeux Olympiques, psychologiquement, c'est dur. À la maison, c'est encore plus dur. Ah, tu trouvais ça plus dur à la maison? Ah oui. Pourquoi? T'as la famille qui sont là, tout le monde... Plus de pression sur les épaules? Plus de pression, et même pendant au moins un an avant, on parlait des jeux quasiment tous les jours. On voit sur les pubs, on voit à la télé, on voit... partout, et ça met quand même une pression, alors que si c'était comme en 2021 à Tokyo ou à Los Angeles, c'est un peu loin, on parle moins. Je trouve, ouais. Puis il y avait aussi l'aspect, quand on disait ton nom sur la starting list, tous les Français qui te connaissent ou pas, ils hurlaient et tout. Et toi, tu l'as ressenti comment, ça? Alors, pour moi, c'était un avantage parce que les séries s'est pas bien passé. Et au repêchage, le dernier 400, j'attaque, tous les Français, le stade se lève pour vraiment me porter. C'était juste incroyable. Moi, je me souviens toujours, j'ai revu ça
plus tard, mais c'était à Paris cette année. Charletti. Charletti, c'était On va en parler après. la même ambiance. Ok. Bah justement, c'est parfait parce qu'on parle des Jeux de Paris. Je voudrais, avant de revenir sur 2025, je voulais un peu mieux comprendre comment ça s'était passé pour toi. T'arrivais avec quel état d'esprit? Parce que c'était tes deuxièmes Jeux, si je dis pas de bêtises. Oui. T'avais fait Tokyo avant. Tokyo, de mémoire, t'étais allé en demi-finale. mais t'étais pas allé en finale, c'est ça? Non. C'est ça, ok. Donc là, c'était deuxième jeu. Qui va avec quel état d'esprit? Parce que tu fais pour le coup une bonne saison en 2024. C'est quand même, tu fais des gros chronos. Tu fais un 3:30 si je dis pas de bêtises. 3:30 à Oslo. 3:30-80 à Oslo. Ouais. Du coup, tu y vas avec quelle ambition? Faire une finale ou... Alors, 2024, il faut savoir que la saison elle a très bien commencé. J'ai couru à Rabat, à Marrakech, je gagne la Diamond League. Derrière, je cours, je pense, à Oslo, je fais 3 en 3:30. Derrière, Jacob et Chariot. Et juste après, j'avais une petite blessure au dos qui m'a vraiment cassé qui m'a vraiment bloqué ma préparation et aussi ma saison. À Rome, j'étais sur le podium jusqu'au dernier 40 mètres. Je me fais passer. Et là, psychologiquement, c'était vraiment dur. Derrière, je me suis remobilisé et j'ai fait 800 mètres à Paris où j'ai couru une 43,79. Je suis arrivé à Paris, on va dire, pas du tout confiant avec la blessure parce que à chaque course, je dois prendre des médicaments, des antidouleurs pour courir. Oh. Sinon, je ne pouvais pas. Et le dernier 300 mètres, j'ai perdu ce finish que j'avais avant. Et dernier 100 mètres, on voit chaque course, on analyse les courses avec les coachs. Et j'ai plus ce panache que j'avais. Donc après Paris, je me suis quand même, avec les coachs, on s'est dit, on va quand même continuer la saison. J'ai couru à Lausanne, Zurich et la finale à Bruxelles où j'ai fini 4e. Et c'est là où j'ai senti vraiment que ça commence à revenir. À Bruxelles, je me souviens, j'ai oublié mes médicaments antidouleurs et j'ai couru sans parce que le stade il était loin de l'hôtel. Et après, j'ai pris un mois de coupure pour préparer vraiment 2025. Et on s'est dit, on va... Donc c'était quoi le sentiment par rapport au jeu avec le recul? Est-ce que c'est bon, j'ai fait ce que je pouvais avec les armes du moment? Est-ce que tu étais quand même déçu, mais ça t'a donné encore plus envie d'y retourner? C'est un peu comme un esprit de revanche, tu vois ce que je veux dire? Oui, alors j'étais déçu parce que je suis arrivé et la blessure malheureusement fait partie du parcours et j'étais limite à 50% de mes capacités. Mais en même temps, c'est à Paris, quand même je vais prendre le départ, on verra. J'ai fait 3 courses de haut niveau en 3 jours et ça s'arrêtait en demi-finale parce que l'enchaînement déjà les 2 courses. Et la blessure s'est pas vraiment passée. Et derrière, c'était la revanche en fait. C'est 2025, c'était vraiment la revanche, c'était de revenir plus fort que 2024. J'avais de la chance de régler ce problème de dos, donc j'ai plus cette blessure. Et derrière, avec mon deuxième coach qui me fait aussi la prépa physique, on continue aussi la prévention pour éviter ça. Et voilà. Et le dos, si c'est pas trop indiscret, ça venait de l'entraînement ou ça n'a rien à voir avec l'entraînement? C'est juste une faiblesse ou tu sais pas? Non, on a compris. En fait, ça vient de la musculation, de trop charger. Et ça, c'est vraiment une erreur à pas faire. De trop charger. Moi, je chargeais trop sur le dos et c'est venu vraiment compresser les disques. En fait, c'était plus la sacroiliaque. Et c'est comme ça où je me suis blessé. Donc, dès qu'on a arrêté ça, on a commencé à travailler ça autrement, différemment et ça marche très bien. Et donc, vous avez quand même, de cette erreur, appris quelque chose au final. Donc, c'est pas tout perdu là. C'est ce qui a fait peut-être en 2025 que tu es encore plus fort là. On va en parler là. Mais...
C'est exactement ça. Donc, non, c'était pas perdu. J'ai appris encore sur moi, sur mon corps, comment ça marche. Et ça aussi, c'est important de connaître son corps, ses limites. Ouais. Et ça permet de ne pas tomber dans des erreurs et surtout les blessures. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais, on parle beaucoup de musculation force ces dernières années. Tout le monde veut faire de la force et tout. Mais on oublie qu'il y a un risque aussi, surtout quand toi, tu es bien encadré. Mais il faut imaginer qu'il y a des gens qui se lancent à mettre beaucoup de poids, qui ne sont pas encadrés. Tu sais, la technique, elle n'est pas bonne. Enfin, donc, c'est important. C'est intéressant d'avoir ce retour-là, finalement. Oui, en fait, moi, je pense qu'il faut faire de la musculation en prévention de la blessure, plus en gagnant en force et en puissance. Nous, maintenant, on travaille ça autrement serre les côtes. Et serre les côtes aussi, c'est une sorte de musculation, mais sans risque. À part, on part comme des malades, c'est 100 mètres, mais c'est aussi important de travailler ce secteur-là autrement. Ok. Est-ce que tu avais d'autres questions? Non. Je propose qu'on passe à 2025, qui est une belle année quand même pour le moment, et elle n'est pas terminée. Il reste quelques courses importantes, je pense. Donc moi, ce qui m'intéressait en regardant ta saison 2024 versus 2025, c'est qu'en 2024, tu avais couru 15 500 D'accord. et 1 800. C'est quand même impressionnant. Fait 15 500 et 1 800, donc 16 courses. Et en 2025, pour le moment, tu as couru beaucoup plus de courses différentes. Tu vois. Alors, c'est peut-être un hasard ou pas, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as commencé janvier avec un 10 km en 27,44. Je me souviens parce qu'il y avait une vidéo et tu vois Asdin, il part comme ça devant tout seul. Tu sens qu'il était là, qu'il avait une mission, que je pense que tu voulais voir où tu en étais en termes de forme, valider peut-être un cycle. Enfin, justement, c'est la question que je te pose. C'était quoi l'idée parce que ça faisait un moment que tu n'étais pas parti sur un 10 à cette vitesse. Alors, la saison 2024, j'ai couru 15 fois. Après, si on regarde de près les courses, il y avait les championnats d'Europe, championnats de France, championnats de France en salle, et aussi les Jeux Olympiques 3 courses. Donc, série sur repêchage demi, et quelques meetings. Et après les Jeux aussi, j'ai couru 3 fois, Zurich, Lausanne et la finale. Donc, quand on regarde de près, c'est vraiment, je pense, c'est pas beaucoup parce que c'est pas des courses de haut niveau. Les séries au championnat de France, c'est pas une course, on se mobilise vraiment comme une course au jeu. Voilà. Cette année, j'ai couru moins et différemment parce qu'on a décidé déjà l'année dernière de bouger de changer et être plus orienté 3000, 2000, 1500, miles 1500 que 800, 1500. Ok, par le secteur au-dessus en fait. Exactement, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les meilleurs sur la distance, ils ont tous un record en moins 7,30 et voire même ils sont plus forts sur 5000. Voire moins de 13, Moins de 13, comme le champion olympique, l'américain Cole Walker, il court, je pense, moins de 13, Négus 7,28, Kerr, Jacob, on parle même pas, 7,17, c'est à 3000. Oh mon Dieu. Donc, et on s'est dit, tiens, et si on essaye comme ça, parce que ça coûte rien, et finalement, ça marche très bien. On a commencé l'année avec 2 mois vraiment où que du seuil, que de l'entraînement sur le long. Je voulais finir sur le 10 km de houille, mais j'étais en Afrique du Sud encore en stage et c'est tombé trop tôt. On s'est dit, le 31 comme d'habitude, mais ils ont changé. Je pense que c'était le 17 décembre, ils ont tout changé et on s'est dit, Nice, on tente. En arrivant à Nice, j'ai discuté avec un Marocain qui voulait courir vite, mais il n'a pas suivi. Et je me suis dit, allez, il faut y aller. En fait, je veux voir jusqu'où je peux aller sur ces rythmes-là. Je me souviens, je suis allé quand même vite le premier. Les premiers kilos, ça allait vite. 2,40 et après, j'ai régulé en 2,46 et passage, je pense 13,44 le premier.
5 km et le deuxième en 14 avec une petite bosse. Mais vraiment, c'était vraiment intéressant déjà de valider cette partie foncière de la première partie de l'année. Et derrière, je suis parti à Montegordo pour préparer vraiment 3000 miles serre-piste et passer sur une période d'entraînement serre-piste spécifique. Mais t'étais surpris ou pas de ta perf sur le disque de Nice ou tu t'attendais? Est-ce que t'avais une idée? Parce que quand t'es un coureur de 1500, c'est dur de savoir ce que tu peux faire sur 10. Peut-être à moins de repères et tout. Alors, j'avais déjà couru il y a, je pense, 2021. Ouais, j'ai couru 28-18 à Valence. Et vu de l'entraînement, les séances que qu'on a fait avec le coach, on savait que je peux faire moins de 28. L'objectif, c'était 27-46. J'ai fait 44. Donc, c'est... Donc, c'était dans... Et surtout, j'étais tout seul. Donc, c'est ça. C'était dans une course avec plus de densité. Je pense que je peux aller vers 27-30. 27-30. Ouais, voilà. Ce qui est quand même bien. Des coureurs de 1500 qui font beaucoup mieux que ça, j'en connais pas beaucoup. Bon, Jacob, il en a pas fait assez, mais... Ouais, en fait, vous faites jamais plus 10. Vite. Ouais, mais on avait dit ça sur Summit. Tu te souviens comment ça s'est passé? Alors, il est passé en 27-30 quand même, le premier 10 km. C'était 27-30 son temps de passage? Ah ouais, j'avoue, il a abusé. Il est passé trop vite. Là, quand tu prends le départ de la prom, ton objectif, c'est de faire 27-46. Oui, dès le départ. 26-46 et j'ai au pire, je fais au moins 27-59. Mais l'objectif, c'était vraiment 27-46 parce qu'on a travaillé ces allures-là à l'entraînement. Et le coach, il m'a dit, tu vaux ça pour moi entre 27-40 et 46. Oui, c'est précis. Ouais, voilà. Et dans les grandes lignes, sans rentrer dans le détail, mais à ce moment-là de l'année, en termes d'entraînement, ça ressemble à quoi? J'ai aucune idée. Est-ce que c'est genre 3 séances de qualité avec du seuil? Est-ce que c'est beaucoup de volume, pas beaucoup de volume? Ça ressemble à quoi? Beaucoup de volume. Donc, je pense au début, pas à la reprise, mais un mois et demi, je pense, plus tard, je suis allé jusqu'à 160 km par semaine. C'est beaucoup pour toi, 160? Pour moi, je trouve que c'est beaucoup quand même, même malgré qu'on a maintenant les chaussures carbone, on récupère plus vite, mais je suis quand même un coureur de 15, même si je viens du semi. Mais et une semaine, ça commence footing, musculation lundi, footing encore le soir, et mardi, seuil, ou c'est plus au chrono qu'à la distance. C'est sur cette période-là, donc beaucoup de seuil, beaucoup de, par exemple, 5 fois 5 minutes en 2,50, 2,55 au début. Et plus on avance dans la prépa, plus ça allait vers 2,40. Et un seuil de coureur de 1500, quoi. Un seuil qui va vite. Seuil qui va vite. Et après, je me souviens, la reprise, je pense qu'on a fait 3 fois 5 km. Premier 5... on a fait 15-15, un truc comme ça. Après 15-0 et après 13-46, un truc comme ça. Je m'attendais à un truc logique, tu sais. Là, il n'y a pas de logique. Non, il n'y avait pas de logique parce qu'on était en stage. T'étais tout seul à faire Non, j'étais avec d'autres athlètes. Un athlète marocain qui vaut 28-30, c'est-à-dire 10 km. Paul Anselmini. Et, des bons athlètes. Oui. Ça ressemble un peu à une séance de marathonien quand même. Au début, oui. T'es bon sur ces genres de séances au final. Parce que c'est quand même. 3 fois 5, ouais. T'aurais fait un bon semi là. T'as fait continuer. Ok, donc intéressant. Mais est-ce que j'imagine que sur le plan, il n'y avait pas marqué 13-46? Non, c'était 14-45 peut-être. C'était 14-15, 14, un truc comme ça, mais pas vraiment. Mais après, le coach, quand il a vu qu'on était sur les allures, il nous a laissé pour regarder vraiment quand on peut aller. Ouais. Ok, intéressant. Fait que ça, c'était en début d'année, donc beaucoup de seuil, beaucoup de foncier pour travailler le secteur adjacent un peu du 1500 et arriver par le haut plutôt que d'arriver par le bas, parce que comme tu le dis, au final, j'ai l'impression que maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire pour rivaliser avec les autres. Il faut être fort aérobiquement, il faut être fort partout au 1500, c'est ça qui est dur.
Et ensuite, comme tu le dis, tu fais plein de 3000 mètres, dont un 7,31. 7,31, je pense qu'à ce moment-là, c'est le record de France. Oui. Et il dure pas longtemps. Il dure quoi Une semaine ou 10 jours, non, je pense. Parce que Je pense que c'est une semaine, oui. une semaine, ouais. c'était le 1000 Rose, et puis je crois que Jimmy a couru à Boston. Non, c'était le. Moi, j'ai couru à Boston. Ah oui, au New Balance. Exactement. Et Balance derrière, Grand Prix, j'ai couru aussi à Milano Games. Lui, il était sur 3000, moi, j'étais sur mile. Ok. T'as trouvé ça comment, l'ambiance des courses aux États-Unis? Parce que moi, j'ai couru un peu là-bas, toi aussi, et on trouve que c'est différent un peu. Les gens, ils sont intenses là-bas, ils sont à fond, tu vois. Est-ce que toi, t'étais déjà habitué, je pense, mais... J'ai déjà couru là-bas en 3000 à New York. À l'époque, j'ai fait 7,43. C'était mon vrai premier 3000. Mais cette année, on l'a vraiment bien préparé dans le sens où je voulais progresser sur ce secteur-là. Et les coachs veulent au moins que j'ai un record vers 7,30, 7,33 pour rivaliser avec les meilleurs. Après, l'ambiance là-bas, les Américains, ils savent monter des courses comme ça. Ouais. Et surtout, il y a aussi une densité incroyable là-bas. Quand on regarde les meilleurs, je pense les meilleurs Européens, à part Jacob, ils s'entraînent aux États-Unis, plus les Américains. Donc, ce qui fait des courses de niveau mondial. En Europe aussi, on a certaines courses où ça court vite, mais un peu moins, je trouve. Il y a plus cette culture de la piste intérieure aux États-Unis aussi, je trouve. Hein. Oui, avec l'université. Avec l'université, le championnat NCAA et tout. Il y a des pistes qui rebondissent aussi, tu te souviens? T'avais couru à Boston University? Non, j'ai pas couru parce que... Le trampoline. Ouais. Non, j'ai pas couru parce que la course, le deuxième chrono, c'était Arthur Gervais qui avait 7,38. Je suis allé à Boston à l'autre pour chercher une course avec de la concurrence. Il y avait des Américains et il y avait des Anglais. Et je préférais vraiment d'avoir de la concurrence, plutôt de gagner, mais plus faire un chrono. Okay. Est-ce que tu penses y retourner l'année prochaine ou dans les prochaines années, de refaire un peu quelques compétitions côté américain? Pourquoi pas? Après, en Europe, quand on voit par exemple Val d'Oreille, George Mills, il a couru 7,27. Hein. C'est vrai. Il a fait une sacrée saison lui aussi. Ouais, voilà. Donc, en Europe aussi, on peut monter des courses. On a déjà les athlètes. On a le meilleur meeting indoor au monde, Liévin. Donc, on a tout ce qu'il faut finalement pour monter des courses de haut niveau. T'as pas trouvé difficile le décalage horaire quand même? Je suis arrivé un petit peu avant. Donc, en vrai, ça se passe. En fait, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça, le décalage. Surtout pour Milrose Games, c'était le 10e jour. Ok, ça va. 11e jour, donc ça, c'était vraiment bien. Donc ça, c'est ta saison sur piste intérieure. Ah si, il y a aussi, je peux te laisser en parler, parce que ça, t'avais adoré cette course, le 3,47. Ah ouais, le 3 Milrose Game, moi, c'était... quand j'habite au Canada, donc c'était facile de suivre, il n'y a pas de décalage horaire. Il n'y a pas de décalage. Et ouais, non, la course était folle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu te sens avant une course au Milrose Game? C'est quand même... Alors déjà, de courir dans une salle emblématique comme la track, le Armory Track, c'était juste incroyable, parce que quand on regarde, il y a un musée à l'entrée, on voit des légendes qui ont couru sur cette piste. Donc ça me met une petite pression. Et derrière, vraiment, c'était que du kiff, parce que je savais que je peux courir vite. Il y avait les meilleurs coureurs aussi presque au monde. Il y avait Kier qui s'est retiré, mais il y avait presque tout le monde, et je savais qu'on peut courir vite. Et j'ai suivi, et à la fin, chrono, c'était la course apparemment la plus dense de l'histoire, avec un record du monde, et les 4 ou les 5 premiers qui sont montés dans le top 10 tous les temps. De tous les temps. Toi, tu termines combien sur cette course? 4e. Et je pense que j'étais classé 7e de tous les temps sur la distance, sur le mile en salle, après cette course.
Il y a vraiment une émulation. Le premier, c'était le record du monde, Négus, il courait 45, je pense. Ouais. Je me souviens plus des chronos, mais je me souviens de la course, c'était... Et d'ailleurs, avec un passage en 3,32 pour moi. Lui, il est passé en 3,31. Moi, je suis passé en 3,32. Ce qui fait le record de France du 15. C'est un passage en mile. L'ancien record, c'était 3,34 et maintenant, c'est 3,32,24. Tu sens que c'est vraiment plus dur sur piste de 200 parce que moi, je connais pas du tout ces vitesses-là et je me rends pas compte. Puis je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais vous, à vos vitesses, je pense que vous avez une force centrifuge. Bon, je sais pas trop, mais bref, qui vous pousse vers l'extérieur. Tu le sens vraiment sur la piste de 200 que c'est différent? Oui, c'est différent. Il y a plus de virages déjà, donc on ralentit plus. Et aussi, on perd de la vitesse. C'est pas comme c'est un 400 mètres. Et même et tactiquement aussi, ça change. Pour dépasser les concurrents, on n'a que 40 mètres, ce qui fait presque 2-3 secondes. Ouais, j'avoue. Et si on perd ces 3 secondes, il faut attendre encore le virage. Donc, il faut vraiment bien gérer, de ne pas perdre de l'énergie inutilement dans les dépassements. Donc, c'est une autre course. Ok. Et c'est quoi ton mindset avant? Est-ce que tu savais que tu avais ce genre de chrono-là dans les jambes avant la course? Quand tu arrives là-bas, Non, je pensais pas vraiment courir sur ces allures-là, mais... Je voulais juste faire, je voulais faire le record de France qui était 3,52 de l'humain, je pense, de Midi Bala. Et le dernier, je pense, 400 mètres, j'ai vu qu'on est passé il reste 400 mètres, on était en 2,59, un truc comme ça. Et je me dis, il faut juste finir en moins d'1 minute à le record. Et à l'arrivée, je vois le record que c'était le record d'Europe avant que Jacob le bat. C'est un mile, que ça fait le record d'Europe du mile en salle. Ok. Ouais, c'est malade. C'est une course folle, ouais. Moi, le 3000 aussi, à Boston, avec le record de France qui était pris 100 mètres plus tard. Mais... Pareil, là aussi, tu partais pour le record de France aussi, ou t'as juste suivi la course et puis ça a donné ce que ça a donné? En fait, cette course, je m'attendais quand même à avoir plus les concurrents, plus, on va dire, compétitifs. J'arrive, le lièvre, c'était Charles Philibert? Charles Philibert. Il a couru un 5000 la veille, donc... Parce que c'est un athlète New Balance, donc à mon avis... Ouais, il a fait lièvre jusqu'au, je pense, mile, un truc comme ça, et je l'ai suivi parce que moi, je suis venu vraiment pour courir vite, la place, ça m'importe peu. Et le dernier 600 mètres, la course, c'était, on sait, et je finis 2, je pense, 2 en 7,31. Mais si j'ai couru en Melrose Game, peut-être je courais plus vite. Ça, on ne sait jamais. Ouais, on oublie que c'est du 30 secondes au 200 pendant 3000 mètres. De 30 kilos. De 30 kills, c'est des 800 en 2 minutes. Exact. C'est quand même pas mal. Hein. C'est 30 secondes au 200, c'est 15 facile. fois. C'est facile à mémoriser au moins. Ouais. Ouais. Ah, c'est dingue. Hein. Ouais. En mars, il y a les Europes. Et là, pour le coup, tu fais un gros coup parce que tu fais bronze au 3000, tu me dis si je dis une bêtise, hein, et tu fais argent au 1500, c'est ça? Hein? Oui. Ok. Et là, pareil, c'est... Bon, est-ce que tu vises un podium avec les perfs que tu as fait, c'est logique, mais c'est une course de championnat, tu peux pas trop prédire, c'est toujours difficile de savoir ce que tu vas faire en championnat. Fait que là, t'es content, ça se passe comment? Alors, déjà, au début de saison, l'objectif, c'était médaille sur 1500 mètres. Ok. J'arrive avec le deuxième le chrono européen derrière Jacob en 3,29. J'arrive avec 3,32. Et le troisième, je pense, c'était le portugais. Et finalement, la logique était respectée. 1, 2, 3, c'est podium, c'est 15. Mais c'est toujours une course de championnat. Donc, c'est pas parce qu'on arrive avec un chrono fort que c'est gagné d'avance. Il faut passer le piège des séries et arriver en finale vraiment lucide. Parce que je pense qu'on est 10 ou 12 et tout le monde veut être à la corde en plus. À la corde, cette médaille. Et sur cette course, je me souviens, Jacob, il a fait une course différente. C'est qu'il n'a pas couru devant. Tout le monde s'attendait qu'il court devant. Il est resté derrière. Et je me souviens, je suis parti devant. Et à un moment donné, le moment où il est revenu,
j'ai suivi, j'ai dit, c'est ce moment-là, il faut vraiment pas. Et après, derrière, l'enchaînement avec le 3000, c'était plus dans une optique d'enchaîner dans des grands championnats. Donc, j'avais 4 courses en 4 jours. Et le plus dur, je pense, c'était après la médaille sur 1500 mètres, le deuxième jour, de se remobiliser le lendemain matin pour aller faire les séries de 3000. Donc là, psychologiquement, c'était un petit peu dur et vraiment, je l'ai fait avec le mental parce que j'ai dit, si j'accède en finale, là, j'aurai 1 jour et demi de repos et c'est là où je peux jouer quelque chose. Mais là, il faut vraiment. Je me souviens, je pense que j'ai venu 4 ou 5 en série pour accéder en finale. Okay. Et en finale, je pense que j'ai fait une course parfaite. C'était aussi une course parfaite au niveau des allures, pas du tout rapide. Et dernier 200 mètres derrière le Suédois Almegren. Ouais. Et je lui passe les derniers 40 mètres. Okay. Comme ça, j'ai pris la deuxième médaille. Ouais, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, tu parles de la stratégie de Jacob où il surprend tout le monde parce qu'il part derrière. Tu penses pas qu'il y avait un petit traumatisme des Jeux? Tu l'as vu, la finale du 1500 des Jeux, j'imagine, où il part devant comme un malade et tout. D'ailleurs, ce serait curieux d'avoir ton avis sur cette stratégie. Tu sais, j'ai parlé avec beaucoup de coachs, d'athlètes de 1500 sur pourquoi, comment, mais au final, tout le monde a une théorie un peu différente. Toi, c'est quoi ton analyse de pourquoi il part comme ça tout seul devant aussi vite? En fait, je pense qu'il a fait je sais pas si on peut appeler ça erreur, mais il est parti quand même vite, 54 le premier 400. Quand on regarde ses courses, il n'a jamais passé le premier 400 mètres en moins de 56. Okay. Là, il part sur 54 et je pense que ça a monté lactique trop tôt dans la course. Et arrivé le dernier 100 mètres, c'était compliqué de finir. Et on a vu aussi ça au championnat de France sur 1500 femmes. Ouais. Agathe, elle a essayé. Ouais, elle a essayé. Et parfois, ça passe et parfois, ça passe pas. Et là, lui, il veut vraiment étouffer la concurrence, courir des allures plus rapides que leur record. Parce que quand on regarde derrière, lui, il a 26. Derrière, il y avait Josh Kerr en 29, 30. Et même le champion olympique, il est arrivé avec 3, 30, 50 et quelques. Et il a voulu vraiment aller sur un train vraiment pour étouffer les autres, mais il s'est, je pense, pris à son propre piège en partant trop vite finalement. Okay. Le 54 quand même, c'est quoi le 54 ça fait quoi comme chrono Ça fait 27 ou 200, donc 13,5 ou 100 mètres. Et ça fait combien sur 15? Sur 15, c'est c'est plus vite que le record du monde? Non, loin quand même. C'est à les bases de peut-être de 24, de 23, 3,24, 3,23 ou 1500. Ok, c'est plus vite. Ok, ouais. Largement plus vite et... C'est suicidaire en fait. Mais tu penses qu'il l'a fait parce qu'il était stressé ou... Il doit quand même connaître les allures, de partir en 54 versus 56, il doit le sentir quand même. Ouais, c'est vrai, à votre niveau quand même, c'est pas pareil, 54, 56. Tu disais que tu faisais des lignes droites en 14 et que tu savais exactement ce que ça faisait. Mais là, c'était le stade, c'était dans le Stade de France, t'as la pression, c'est ça qui doit changer. Là déjà, c'était une finale aux Jeux Olympiques avec Josh Kerr, on connaissait cette rivalité, les médias, et il veut montrer qu'il peut les étouffer. Et parfois, ça passe, on l'a vu à Doha avec Chariot. Ouais. Il est parti et les mecs ils ont dit en fait c'est trop vite, on va jouer la deuxième et la troisième place. Sauf que là les athlètes ils ont suivi mais pas trop le premier 400, je pense. Ouais, ils se décrochent un peu. Et après ils vont revenir 55. Je pense eux ils sont passés en 55-5 je pense. Et après c'est juste les autres ils ont fait une course plus lisse que lui. Alors que lui, il a fait 54, 56 et après, il a essayé de finir vite et c'était compliqué. Il a peut-être voulu faire comme Rudy Shea et battre le record du monde le jour de la finale olympique. Ça aurait été beau, hein. Mais bon, peu probable quand même. Là, c'est peu probable parce que le record du monde, il faut les hier, il faut le... C'est ça.
la course. Et là, il avait déjà 2 courses dans les jambes. Donc, Ok, fait que juin, ensuite, parce que là, il y a quand même eu des belles choses, mais en juin, il y a autre chose. Il y a la Diamond League de Rome, où là, tu cours pour la première fois sous les 3,30, du coup, c'est ça? la deuxième fois, La deuxième fois, pardon. 3,29? 3,29. Mais c'est ton record, là, à Rome. Non, mon record, c'était 29-26 à Oslo en Ah, ok, ok. 2023. C'est la deuxième fois que tu cours 3,29, ok. Ouais. Et Rome, t'es content de comment ça se passe? Alors, déjà, quand je suis arrivé à Rome, c'était vraiment. Je suis venu chercher la gagne. Le chrono, Secondaire. c'était vraiment secondaire. J'ai déjà couru avec Chariot. Je sais qu'il court devant. Départ, je le vois devant. Je lui ai dit, bah. En plus, j'aime bien courir derrière lui parce qu'on a l'impression que ça va pas vite avec sa foulée. Et Ouais, ça va pas vite. Parce qu'il y a une longue foulée un peu. Ouais. Et là, il a longue foulée, il court un peu vers l'avant Très et bien. je me trouve derrière. Je dis, bah écoute, j'étais troisième, il y avait le lièvre, un Allemand, Chariot et moi. De toute façon, il faut pas paniquer le premier 1000 mètres et le dernier 400 mètres, bah, ça a accéléré, on revient vers l'Allemand. On trouve à côté de Chariot et je me dis, bah, faut tenter, au pire, bah, je finis 2. Au mieux, je gagne la Diamond League, la deuxième. Et dernier 100 mètres, je finis en 12,80. On a regardé derrière, donc c'est vraiment vite. Surtout quand ça va. C'est une course tactique, c'est pas impressionnant, mais c'est une course qui court déjà en moins de 3,30. Finir dernier 100 mètres, j'étais à la bagarre avec lui, donc ça aussi, ça m'a aidé. Et je gagne ma deuxième Diamond League à Rome. Ouais, dans un peloton relevé quand même en plus. Oui, il y avait du niveau. Et 2 semaines, c'est ça, je crois, 2 semaines plus tard, Oui. là, il y a Charletti. C'est pas une Diamond League, hein, c'est catégorie A, hein, je crois. Oui, c'est une course que Jean-Pierre Wattel, l'organisateur, a ajoutée Ouais. pour monter un 1500 mètres à Paris. Pour les standards des mondiaux ou pas spécialement? L'objectif, c'était plus pour le record de France. Ok. Et après, bah, ils ont fait rentrer tous les meilleurs, on va dire, tous les meilleurs Français sur 1500 mètres. Donc elle est montée pour toi ou lui, son objectif, c'est d'avoir le record de France sur son meeting ou... Oui. Ok. Et après, il invite les meilleurs et puis après, bah, c'est... Voilà, les autres nationalités, parce que même, je sais pas, si c'est un Kenyan qui finit devant moi, c'est pas très grave tant qu'on a le record de France. Je comprends. Par contre, là, on avait les deux, donc... Ouais, donc, juste pour mieux comprendre, parce que c'est quand même un moment historique, parce que c'était un record qui tenait depuis longtemps. Depuis combien de temps d'ailleurs 2003, 2004, je crois. Ouais, donc plus de 20 2003. ans. Ok, donc c'est 22 rare ans. les records comme ça, ouais, 22 En ans. Qui était tenu par Mehdi Bala, qui était là d'ailleurs, qui était dans les tribunes, je pense. Je sais pas où il était durant la course, mais il devait bien regarder ça, à mon avis. Et tu peux raconter vite fait la course, parce que j'imagine que c'est pas la même attitude mentale quand tu pars pour un record de France ou quand tu pars pour une course, même Diamond League normale, quoi. Alors, déjà, avant la course, j'ai discuté un petit peu avec Mehdi parce que le stade de Charletti, il est vraiment à 100 mètres du siège de la fédération. Donc, comme il est le directeur des équipes de France, il était présent et on a discuté. Il m'a dit, voilà, j'ai vu ce que tu as fait à Rome. Aujourd'hui, vraiment, tu es capable d'aller chercher ce record de France. Et après, il est parti à l'échauffement et je l'ai vu après la course. La course, bah, je suis arrivé quand même confiant parce qu'avec ce que j'ai fait à Rome, et je savais que j'avais un petit peu de réserve. À l'entraînement aussi, on a vu ça. Et les lièvres, bon, en fait, finalement, c'était tout était parfait ce jour-là. Déjà, tout était orchestré par Jean-Pierre Wattel qui a vraiment monté une course parfaite avec 2 lièvres, la Wavelight. Donc, il y avait une régularité tout le long de la course. Et le dernier 200, 150 mètres, le jeune Kenyan qui est revenu vers moi. Du coup, ça m'a vraiment relancé pour encore finir plus vite.
Lui, il a fait le record du monde quand même de U18. Waouh. C'est vrai, c'était impressionnant ça. Oui, voilà. Et derrière, on a vu le dernier, il a fini en 3,32. Bah oui, mais là, c'est incroyable pour les Français. Il y a qui? Il y a Romain, Mornay. En fait, il y avait si on regarde le bilan français avant la course et après la course, c'est rien à voir. Ça change tout. Il y avait combien de Français dans cette course? Au moins 3-4, hein? Non, il y avait plus. Plus? Tous ceux qui ont fait les minima pour les champions du monde, donc 6, étaient dans la course. Donc plus Luis Gilabert, oui. Il y avait un truc magique cette soirée-là quand même. C'était incroyable. Est-ce que tu penses qu'il y avait des conditions idéales ou c'était juste... je sais pas, c'est dur à expliquer des fois pourquoi d'un coup comme ça, bam. Ouais, il y avait les conditions, comme j'ai dit, il y avait les lièvres qui sont partis sur le régulier, il y avait aussi la wave light et derrière, il y avait un petit peu de concurrence, donc un petit peu, je veux dire, il y avait quand même le Kenyan qui m'a relancé le dernier 150 mètres. Et au final, ça fait une très belle course pour devant, comme l'anglais, je pense, il finit 3 en 3,28, 29, et après 30, 40. Et il y avait au moins 4 records nationaux, la Belgique, la France, le record du monde de U18, U18, record de national d'un autre pays, je ne sais même plus. Mais je pense qu'il y avait juste tous les ingrédients pour faire une course. C'était impressionnant. Et entre Français, est-ce que tu as ressenti, toi, la pression? Parce que j'imagine que toi, tu voulais record de France, mais les autres pensaient aussi peut-être la même chose. Est-ce qu'il y avait quand même une tension? Tu as senti une tension différente entre vous, les Français, sur cette course? Les autres pensaient la même chose. Genre, les autres sont venus pour courir 3,28. Oui, ils sont venus pour courir les minima, mais est-ce que dans le sens où ils savaient qu'ils allaient te suivre parce que t'avais le meilleur chrono français, ou comment ça se passe entre Français sur une course aussi importante? Alors, sur cette course, l'organisateur Jean-Pierre, il a fait. Il y avait 3 lumières. Il y avait la bleue, c'était les lièvres, la verte, le record de France, et la rouge, c'était les minima pour les championnats du monde, les minima français. Ok. Donc, les Français, ils sont partis. J'ai regardé la course après. Ils sont partis plus sur les minima parce que c'est plus abordable. Et le deuxième chrono, je pense, c'était Mornay en 33,99. Donc, mais c'était pas la même course, quoi. C'était pas la même course. Il y avait 2 courses dans la même course. Ok. Quand on regarde la course, c'était ça, en fait. C'était 2 courses dans la même course. Et comme eux, ils ont leur lumière rouge, ils visaient plus les minima et c'était intelligent de leur part, parce que partir, c'est des bases plus rapides et exploser à la fin, c'était inutile, alors que les minima, c'était faisable. Je comprends. Et en juillet, tu repars aux US? Je vis, pour Eugene. Pour Eugene. 1 mile encore. 1 mile, et surtout pour retrouver les meilleurs mondiaux, parce que sur cette Diamond League, on retrouve tous les meilleurs, presque tous les finalistes des Jeux Olympiques, à part Jacob qui était blessé, et Iker, il s'est retiré au dernier moment. Mais c'était aussi un test pour courir contre les meilleurs et voir où. Tu nous la racontes, cette course, quand même, parce qu'on l'a regardée hier. Moi, j'ai vraiment adoré, et on se rend compte que jusqu'au 600, t'es dans le pack, et au 600, tu mets une accélération pour rattraper Yared Nuguse. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Alors, sur cette course, je suis arrivé vraiment avec l'objectif comme à Rome, de gagner. Le chrono, c'était vraiment en secondaire. Et avec les coachs, on a discuté, on a dit maintenant, il faut apprendre à gagner. Et départ de la course, je vois Nuguse, il part. J'essaie de passer, je fais une petite erreur, je laisse Colocker, qui est champion olympique en titre. Je laisse passer, sauf que Colocker avec Kipsang craque.
il laisse un trou entre Négus et eux. Et là, je me suis dit, soit je fais l'effort pour suivre Négus, soit c'est moi qui va devenir lièvre au deuxième groupe. Là, je fais une petite erreur, c'est que j'accélère pour vraiment suivre. Et ce qui manquait le dernier 300 mètres, parce que si je ne l'ai pas laissé passer, je pense que j'aurais suivi Négus et j'aurais fait vraiment une course régulière. En fait, ça a fait... T'as mis un à-coup, en fait, qui t'a empêché de le mettre à la fin. Exactement. Okay. Et ça, ce qui m'a manqué le dernier 100 mètres, je l'ai senti, parce que quand il a accéléré Négus, je ne sais pas, on l'a vu, j'étais avec lui, le dernier 100 mètres, 300, il accélère. Et moi, je me dis, si j'accélère, ça va être compliqué les derniers 100 mètres. J'ai dit, ouais, garde sur les pieds au moins pour finir. Et après, Laros, lui, il a fait une course où il était dans le deuxième paquet. Il a fini le dernier 200 vraiment rapide. Après, quand on regarde la course, elle était quand même rapide parce que moi, je suis passé en 3:31:14. Qui fait la 3e meilleure performance française. Au passage, la 2e, c'était Flavien Zot, et il fait 3:30. Et la 3e, c'est mon temps de passage. Donc la course, elle était rapide. Oui, et puis l'avance que vous aviez à la cloche, c'était dingue. C'était dingue. Après, Négus, c'est quelqu'un qui court vraiment devant. Il n'a pas peur. Parfois, c'est bien. Parfois, c'est pas lui qui galère à se qualifier là. Oui. Justement, il s'est pris à ça aussi. Il a fait lire jusqu'au 1003 et il s'est fait dépasser par tout le monde au dernier 200 mètres et il finit 5e. Donc maintenant, sa seule chance de se qualifier, c'est de gagner la finale. Ok, il va être motivé là. T'en penses quoi de ce système américain de tout jouer entre guillemets sur une course? Toi, tu trouves ça cool ou on a eu beaucoup ce débat avec les gars là, de savoir, tu sais, les trials et compagnie. T'aimes bien toi l'idée ou? Ça dépend. On a la même densité que les États-Unis, pourquoi pas? Ouais. L'année dernière, avant les Jeux Olympiques de Paris, on n'était que 2 à réaliser des minima. Donc faire ce système, est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que les États-Unis, quand même, c'est 54 États, si je ne me trompe pas. Donc, si limite, c'est comme si on fait un triage entre Européens pour avoir les 3 meilleurs aux Europes. J'avoue. Donc, ouais, au championnat de France, je pense pas. Okay. Moi, je pense pas que c'est utile. Après, cette année, c'est exceptionnel. On a une densité... en 1500, la plus grosse densité au monde devant les États-Unis, c'est 15. On a la plus grosse densité au monde, là, sur 1500? Oui, cette année. C'est pas le moment de passer sur 1500. Vaut mieux aller sur 10 ou... Non, c'est dur aussi, hein, mais... ok, cool. Je propose qu'on parle un peu entraînement. Ouais. Il nous reste un peu de temps, même si on a déjà parlé un peu d'entraînement. À ton avis, qu'est-ce qui fait d'ailleurs que ça fait le lien, mais qu'est-ce qui fait que ça a explosé le 1500 en France particulièrement? Toi qui es dedans, t'as une théorie là-dessus ou c'est un peu le hasard ou La théorie, je pense, c'est le meeting de Paris. Avec Charletti? Charletti. Ok, ouais. C'est une course qui a vraiment permis de beaucoup de Français de passer un cap. Après, moi, je reviens juste d'une discussion que j'ai eue avec mon coach après, juste avant Tokyo, quand je suis passé de 3:34 à 3:31 à Monaco. Et là, il me dit, t'as fait 3:31, mais c'est juste une fois, c'est une course de malade comme à Monaco. Donc, pour être un gars en 3:31, il faut le faire 3 fois dans la saison. Et pas qu'une fois, c'est une course de rêve. Moi, je me souviens, je suis arrivé avec 3:34:60. À Monaco, je finis 8e en 3:31 et j'étais choqué. Et là, il me dit vraiment, garde pied sur terre. C'est le jour où tu le fais plusieurs fois. Donc là, on a vraiment une densité importante et ça, c'est bien. Moi, je trouve que c'est positif parce que ça fait des belles championnats de France. C'est vrai. C'est la course la plus attendue. C'est incroyable celle-là. Des championnats, record des championnats. Donc, et aussi, ça permet aussi des 3 premiers de faire on peut dire une répétition avant les championnats du monde. Parce que ça ressemble plus, je pense plus à une série parce qu'une demi, les athlètes, ça va courir
en 3,29, je pense, les demi maintenant pour accéder en Ouais, finale. tu penses? Oui, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est une chose positive. C'est quoi votre approche, en gros, dans les grandes lignes? Alors, nous, notre approche, c'est plus un entraînement 3000, 2000 et aussi 800. Donc, Tous les secteurs en même temps, tous un les peu. secteurs et de temps en temps le 15. Et c'est ça. Après, je fais du seuil, mais pas du double seuil. Est-ce que tu fais du seuil toute l'année ou est-ce qu'il y a des moments de la saison ou fin de l'année où tu n'en fais plus du tout? Non, toute l'année, on a toujours des petits rappels de seuil, sauf les semaines vraiment de compétition, vraiment on décharge. Et je décharge au niveau kilométrage et aussi au niveau entraînement. Ok. Et est-ce que ça t'arrive de faire des allures, tu sais, pas du seuil, mais du seuil facile? Des fois, on parle de S1 là ou SV1, tu sais, un peu de l'allure marathon, des choses comme ça. Donc pour toi, ça serait entre 3,00 et 3,10, tu vois. Ça t'arrive de toucher ces secteurs un peu? En altitude, ouais, on Ok. travaille ça. Ouais. La semaine dernière, oui, on a fait un truc dans ce style. C'était échauffement, 7 km et après derrière, on a fait 3 fois 9 minutes. Ok. Donc c'était du 3 fois 3 km, mais toujours rester vraiment À l'aise. à l'aise, voilà. Donc De toi, à pas, 3,00 en altitude, t'es plutôt à l'aise? ça dépend, c'est à Fort-Romeu ou c'est à Matmal, mais à Matmal, oui, je suis à Ok, l'aise. ouais, c'est pas mal. Après, quand même. après l'acclimatation, mais Ouais. sinon avant, non, c'est dur. Ouais. Mais là, tu disais tout à l'heure, avec tes coachs, le seuil, c'est plus au niveau de l'allure que de la fréquence cardiaque. Est-ce que là, c'est la même chose ou en altitude, c'est quand même plus fréquence cardiaque? Fréquence cardiaque plutôt, et on adapte en fait. On voit que je suis plus facile, on augmente la vitesse, mais plus fréquence cardiaque. Ok. Est-ce que vous faites des côtes? Je sais que les côtes, c'est populaire chez les coureurs de 1500. Ça ressemble à quoi quand vous faites des côtes? C'est des 10, 15, 30 secondes, une minute? Nous, on est plus sur la distance que sur le chrono. Et en général, c'est un mélange de, on va dire, 4 fois 100, 150, 200. Et une grosse récup entre les deux, donc 5-6 minutes. Ah Et ouais. après, la récup entre le 100 et 150, c'est une descente vraiment limite Ah ouais. en marchant, donc ça va être 2 minutes. Ok. Et, Donc c'est vite là. Si c'est autant de récup, c'est pas du seuil. non, du tout. C'est vite, mais pas très très vite comme les sprinters, parce qu'il faut le faire les 4 x 4, donc 16 ou 12 en général, entre 12 et 16. Ok. Donc il faut les faire. C'est par contre, là, je pense en être lactique au bout de deuxième et la séance est finie. Ouais, ok. Donc c'est vite, mais pas très 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 vite non plus. Ok. Vous Donc, prenez les chronos sur ce genre de séance ou pas la peine? oui, Ok. en général, les 100, moins de 15 ou 15-0 et les 150, 22. Ok. Ah ouais, c'est vite, mais j'avoue, c'était pas au max, quoi. Non, bah, sinon, tu Ouais. finis pas la séance, c'était au max. Et j'imagine que vous avez un peu des... Enfin, j'ai l'impression que vous avez une philosophie où vous avez un peu des choses tous les jours quand même, non? C'est rare d'avoir des journées, on dirait, où vous avez juste des jogs faciles ou de l'allure facile. Ça arrive ou... Si, C'est vrai? j'ai des jours faciles entre 2 séances, par exemple. J'ai 2 jours ou un jour et demi où j'ai un footing le matin, mobilisation, le soir, Ok. footing. Ok. Donc il y a quoi de séances difficiles? Il y en a combien par semaine en général? 3 à peu près, ouais. 3, ok. Avec plusieurs secteurs. Donc il y a des fois des côtes, des fois un secteur 800, des fois 1500, des fois À 2000, 3000, 3000, des fois, et vous tournez. Ok. Et le Intéressant. dimanche, un peu de seuil, un peu de rappel de seuil, et comme ça, et après on reprend. Ok. Est-ce que vous faites des sorties longues, entre guillemets longues là? C'est quoi vos sorties longues, les coureurs de 1500? C'est des 20 km? Ça dépend de la période. Ok. Là, au début de l'année, on peut aller jusqu'à 25 km. Ah, quand même. T'aimes bien toi faire 25? Et il vient du J'ai- SMI, donc Et oui, je il viens aime du le SMI. volume. J'aime bien, en vrai, surtout au début de saison où vraiment on reprend. Et j'aime bien, ça me dérange pas, surtout s'il fait beau.
Tu fais pas du 5 au kill sur ces 25 km, j'imagine. Non. En général, c'est progressif. Donc, les premiers 4 km, vraiment, on se réveille un petit peu, 4-5 km. Et après, c'est progressif. En général, c'est de 14 à finir à 21. Kilomètre-heure. Ouais, voilà. Donc, on commence vraiment facile et tous les 2-3 km, on accélère. J'ai l'impression que c'était. J'avais vu très de loin ce que faisait Hicham et j'ai l'impression qu'il faisait beaucoup des trucs comme ça, les progressifs, courir les sorties longues vite et tout, non? J'avais entendu ça. Moi, j'ai jamais regardé ce qui. C'est vrai? T'as jamais été curieux de ce qu'il faisait avant son 326? Non, ni Hicham ni les autres, je sais pas, Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas trop et comme c'est les coachs qui gèrent ça, moi, j'ai jamais regardé. Okay. Je voyais des trucs qui se passent sur les réseaux, mais je suis jamais allé chercher sur Strava parce qu'il y en a qui aiment bien ça. Oui. Moi, je sais pas, ça me. Toi, t'es pas sur Strava, toi? Je suis sur Strava, mais juste pour voir mon kilométrage dans la semaine, pour voir ce qu'on a fait avant et plus que vraiment comme un. Mais ça se développe bien. Moi, je trouve que c'est un réseau social qui commence à apprendre. Ouais. C'est utile. Hein. Et pendant les périodes un peu plus spécifiques où tu vas être pas trop loin des courses, est-ce que ton volume hebdomadaire il réduit beaucoup? Est-ce que t'es quoi, 110, 120, 130, moins? Moins de 100 km la semaine parce qu'on décharge pour arriver vraiment, vraiment frais. C'est important pour toi d'arriver frais mentalement et musculairement, c'est ça? Oui, voilà. Pour la course. Après, il y en a des athlètes qui ça ne dérange pas de faire 160 km juste avant une compète. Même à ton niveau, il y en a qui font ça, je pense. Il y en a. Moi, ça a toujours marché ce qu'on faisait avec les coachs. Donc pourquoi changer, quoi? Pourquoi changer un truc qui marche déjà bien? Ouais, je comprends. Ouais. Dernière question là-dessus. Votre dernière séance, je sais pas, si tu cours par exemple samedi, votre dernière séance en général, vous la faites quand? Mercredi. Ok, mercredi. Mercredi, comme ça laisse le temps, jeudi, vendredi, samedi, et ça part. Ça ressemble à quoi une séance P pour faire 3,27 sur 1500? C'est quoi la séance mystère? Comme ça, on va aller la faire ce soir. Non, je pense qu'il n'y a pas de séance vraiment mystère pour faire 3,27, mais plus un entraînement qui... pour préparer 3,27, j'ai commencé l'entraînement en novembre avec un objectif en juin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est plus sur un mélange des deux secteurs qui sont à l'opposé, donc 3000, 2000. C'est des 7 fois, 8 fois 1000 et en passant à, comme je vais avoir demain, c'est 4 fois 400 vraiment rapide. Donc, de temps en temps, il se fait 1500. Après, celle que je ne l'ai pas fait cette année, mais je l'ai déjà fait, c'était 1200 allure 15. Donc, 2,48, 2,49. 1200, c'est long. Ouais, en fait, c'est fait exprès pour vraiment arriver sur cette sensation de compétition, parce qu'en général, on fait des 800, des 400, mais là, on veut vraiment aller là où ça fait vraiment mal. Derrière, une récup, et après, 2 fois 600, allure 15 encore. Donc la pré-fatigue, et après, garder le rythme alors que tu es fatigué, quoi. Exactement. Pour vraiment simuler, c'est le dernier 300 d'un 1500 que ça fait vraiment mal. Et remettre encore, et les 2 fois 600, récup courte entre les deux, une 30 à peu près. Ouf. Et une récup longue entre le 1002 et les 2 fois 600. Donc moi je trouve ça... T'aimes bien les séances comme ça? J'aime bien parce que ça passe vite, même ça va vite. Les séances que je trouve dures, c'est plus les SP3000. C'est là où je suis vraiment... C'est quoi une SP3000? C'est genre 3 fois 1000, des trucs comme ça, 4 fois 1000 ou même plus long? Non, plus rapide, mais par exemple, 3 fois 800, 3 fois...
celle que j'ai fait il y a un moment, c'était 1200, 1800, 2 fois. Ok. Sur les allures de 7,30, donc 2,30 au kilo. Ouais, donc c'est race pace, quoi. Enfin, C'est pas- allure de course, quoi. C'est pas Nico qui nous a dit cette séance déjà? Ça me parle, je crois qu'on en a parlé. Bah, c'est ce qu'il a fait avant-hier, non 1200, 1800, ouais. Ok. 2 ou 3 fois, ouais. En même temps, c'est Ouais, pas non plus unique, hein, mais 1200, 1800, et tu essayes de faire tout à l'allure 3000 et plus vite qu'à l'allure 3000, c'est ça? C'est un peu. Ok. C'est compliqué. C'est long, ouais, du coup, ça fait plus de volume. Ouais, c'est même pas en altitude, c'est vraiment au niveau de la mer. Et Ok. elle est dure, et c'est là où on peut voir jusqu'où on peut aller et voir sa valeur, c'est R3000. Ok. Que l'allure 2,30, c'est vraiment l'allure là. C'est vraiment une allure hyper dure, même. Et cette 31, c'est R3000, et je trouve que c'est vraiment. Parce que c'est long, en fait, c'est ça aussi. C'est hein, 1 minute ou 400 pendant 7 tours. Mentalement, ça doit être dur, en fait, parce qu'il te reste tellement de tours, surtout sur une piste de 200. Et Ouais. 15 tours. On a de la concurrence, ça passe vite. Ok. Si t'es dans un bon jour. C'était dans un bon jour, c'était bien préparé. Comment tu découpes d'ailleurs un 3000 indoor Tu les cours, c'est 3 fois 5 tours. Comment tu fais pour découper ta course sur un 3000? Découper une course, je pense qu'il y a un passage au 2000 et après un 1000. Pour moi, je la découpe comme ça. Ok, donc 10 tours et après 5 tours. Ok. Ouais, voilà. Surtout le chrono qu'on voit au 2000, et là, d'y aller. Est-ce que je suis en retard ou est-ce que je suis dans les temps? Mais on le voit déjà, comme c'est du 30 secondes aux 100 mètres, on voit si on a une seconde en retard tous les 200. Est-ce que tu crois au pic de forme? Tu sais, au final, on dit pic de forme, mais est-ce que toi, j'ai l'impression t'es en forme toute l'année, en fait? Alors, mais est-ce que tu as vraiment l'impression que des fois, t'es vraiment un super saiyan, là, ou c'est genre toujours pareil, tu vois? Alors, pic de forme. Nous, avec mes coachs, on prépare la saison au début de l'année, on se fixe des objectifs, et à partir de là, on fait un programme par rapport à ça. Et après, l'objectif, c'est pas courir tous les week-ends, parce qu'on peut pas avoir un pic de forme. C'est encore tous les week-ends. Hein. Il faut faire une course, retourner travailler encore, entretenir l'endurance, le spé et tout, et après faire une compétition, et ainsi de suite. Après, il y en a qui sont en forme l'année. Ouais. Est-ce que les courses en championnat, là, les Jeux Olympiques, tu as fait 3 courses, mais est-ce que à l'approche de ce genre de championnat, est-ce que l'entraînement diffère pour pouvoir avoir justement cette fraîcheur sur 2 courses? Forcément, on décharge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on décharge vraiment la semaine de la compétition. On n'est même pas, je pense, à 80-90 km. Pour aller vraiment et encaisser les 2 ou 3 tours du championnat. Donc, si on arrive déjà fatigué, je pense que ça va être compliqué d'enchaîner. Ok. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est spécial aussi, avec tous les tours et tout. C'est tellement différent. T'es d'un marathon où t'as un one-shot. Puis, est-ce que tu t'as déjà fait de la prépa mentale? J'ai déjà fait avant les Jeux, et j'ai trouvé que c'était pas un plus. Ok. Et après, j'ai arrêté, et je parle plus avec mon coach qui a déjà vécu la même chose. Ok. Il a fait les Jeux en 80 ou 84, donc je préfère vraiment discuter avec quelqu'un qui est passé par là que quelqu'un qui a appris de la prépa mentale, je sais pas, à l'université ou même sur le terrain. Et parce qu'il n'y a pas mieux que quelqu'un qui passait par là. Moi, je deviens un coach, je sais c'est quoi les 2 heures avant une compétition, que c'est dur, il ne faut pas parler avec l'athlète, il faut le laisser dans sa bulle. Et c'est pour ça j'ai... Intéressant. Alice, quand on en parlait avec Alice, elle disait que ça l'avait bien aidé quand même, la préparation mentale. Oui, c'est notamment avant les Jeux, en fait. et tout. Ouais. Donc chacun est différent. Chacun est différent, exactement. L'entraînement ou même de la prépa physique ou la prépa mentale. Ok. Et là, c'est pas la prépa mentale, mais pour revenir sur le bicarb, est-ce qu'il y a un avant et après bicarb au niveau de tes performances, au niveau de tes ressentis sur les courses?
vraiment, je peux pas vraiment dire que ça m'a aidé ou ça m'a pas aidé. Mais je trouve que à l'entraînement, moi j'ai vu avec les lactates, ça marche. En fait, ça temporise un petit peu les lactates, on monte pas trop, surtout c'est des 800. Moi je trouve là où ça marche vraiment, vraiment bien, c'est sur du 800 parce qu'on va sur des allures 50 secondes ou 400 mètres, donc ça aide à temporiser mieux. Ok. Et sur des courses de championnat parce qu'on finit vite. Mais est-ce que si tu dois faire une course et que tu as oublié ton bicarb, tu paniques ou tu as confiance que tu peux bien courir quand même? Non, vraiment, je panique pas parce que je pense que ça aide, mais il faut pas non plus être enfermé dans ça. Intéressant. Parce que tu sais, moi, quand j'ai fait une course, j'ai fait un peu de 1500 au Canada avant de partir, et maintenant, tous les jeunes, ils en prennent. Et tu sais, quand tu vois le prix que ça coûte, eux, ils sont pas sponsors, je me dis, c'est pas que ça fait mal au cœur, mais je me dis, est-ce que c'est la meilleure façon de dépenser ton argent, tu sais, qui est pas illimité? C'est une vraie question, parce qu'à haut niveau, je me pose pas la question, il faut être optimisé sur tous les points, c'est normal, tu vois. Mais les jeunes, ils ont tellement de marge de progression sur tous les aspects, tu vois. Parce qu'une fois que tu prends ça, peut-être tu te deviens dépendant un peu, t'as plus le choix, entre guillemets, parce que tu veux pas perdre l'avantage, tu vois. Oui, il n'y a pas que le bicard, parce que quand on voit même les amateurs, moi, quand je cours dans le bois de Vincennes, quand tu vois quelqu'un courir à 10 km à l'heure avec des pompes à 300 €, est-ce que vraiment c'est important de mettre des Ouais, je chaussures suis d'accord carbone avec sur toi. des allures pareilles Ouais, puis sur au lieu de si c'est laisser pas travailler le l'entraînement, pied? je suis d'accord. Bah, le carbone, moi, j'ai tout changé, hein. Moi, j'ai tout du jour au lendemain, j'ai arrêté le carbone, là, ça fait un mois. Et j'ai redécouvert des sensations que j'avais oublié que j'avais un pied, en fait. Toi, Ah, c'est quoi ton approche avec le carbone? moi, j'essaye d'avoir les deux. Après une séance, c'est bien de faire une récup avec des chaussures carbone pour vraiment récupérer. Sinon, j'utilise beaucoup les chaussures sans carbone. Moi, j'ai de la chance avec Adidas, on a toujours des chaussures sans carbone pour vraiment avoir toujours faire travailler un petit peu le pied. Donc toi, c'est plus en récup que tu les utiliserais et pas, et Récup, pas seuil, forcément sur seuil, ok. seuil aussi, voilà, pour la séance Intéressant. passe Ok. plus facilement. Ok. Ouais, on n'a pas beaucoup de recul, assez de données là-dessus encore. C'est Ouais, tellement c'est vrai. nouveau comme technologie. Au niveau optimisation, est-ce que il y a les entraînements qui sont optimisés, mais est-ce que tu optimises la nutrition, le sommeil, autre chose pour la performance? J'optimise, je pense que tous les athlètes de haut niveau, on est dans l'optimisation, mais sans tomber dans l'excès. L'obsession, ouais. Ok. L'obsession, voilà, moi je suis toujours côté vraiment plaisir parce que si on perd ça, malheureusement, ça c'est fini. Et je fais attention de pas. Je dors bien, je mange très bien. Et aussi récupération, kiné, tout ça, je le fais bien, mais sans tomber vraiment dans l'obsession. Ouais. Est-ce que t'es un gros dormeur? Pas trop vraiment, je dors et je mets pas de réveil. Ok. Et ça aussi, c'est bien, sauf si je suis réveillé par les contrôleurs. Mais Un classique. C'est bien aussi. Est-ce que tu te fais beaucoup contrôler chaque année? beaucoup, ouais. Mais après, ça fait partie de notre travail. Ok. Et peut-être je suis contrôlé plus que les autres. Mais... En même temps, quand t'es au top, c'est Oui, logique voilà, aussi. je pense le top 10 mondial ou 12 ou je sais pas, ils sont plus contrôlés que les autres, mais ça me dérange pas plus que ça. Est-ce que t'as la meilleure perf au 1500 cette année? Est-ce que t'es le world lead là? Oui, Ouais, après Paris. c'est quand même cool d'être le world lead, non? Mais est-ce que ça met pas une petite pression d'arriver au mondiaux avec le world lead, tu vois? Non, Pas parce trop? que moi je pense qu'aux mondiaux, tous les cartes ils seront redistribués et c'est pas parce qu'on a la meilleure perf, on a vu au jeu. Hein. Hmm, Jacob, il est arrivé avec 3,26 et il a fini 4ème. c'est fou. Colocker avec 3,30-50 et il est champion olympique. Non, il faut pas. Il faut arriver confiant, mais lucide parce que les championnats, c'est d'autres courses, c'est pas les Diamond League. Ok. Fait que c'est une question qui est beaucoup revenue de la communauté, mais
tu vises quoi aux mondiaux? Si c'était pas, tu peux le garder pour toi, mais bon, on imagine que tu vises pas une qualif en finale, là, mais... Non, finale, je l'ai déjà fait à Budapest. Non, vraiment, comme je l'ai dit, j'arrive confiant, mais aussi de même temps. Donc, l'objectif, c'est de faire médaille. Et la cerise sur le gâteau, c'est d'être champion du monde. Et aujourd'hui, je sais que c'est possible au vu des derniers championnats du monde et des derniers Jeux Olympiques. Donc, c'est pas forcément le favori ou celui qui en dessine le meilleur qui gagne toujours. Faut rester concentré, il reste quoi, moins d'un mois, là? Moins d'un mois, il faut rester concentré et il faut arriver vraiment 100%. Et cette saison, j'ai de la chance, je suis bien. Est-ce que ça va être dans le même stade que les Jeux Olympiques? Exactement. Donc tu connais un peu comment... Je connais un petit peu et là, on aura de la chance de visiter un petit peu le Japon parce que avant les Jeux de Tokyo, on n'avait pas le droit de sortir de l'hôtel, de sortir du stade. Donc puis il y aura du monde dans le stade surtout. Il y aura du monde dans le stade parce que c'était vide. C'était les Jeux Olympiques sans personne. Tu fais quoi pour te relaxer avant une course? Il y en a qui aiment bien rester dans leur chambre d'hôtel toute la journée. Moi, j'ai déjà essayé ça et ça me marche pas pour moi. J'ai besoin de prendre l'air. Alors maintenant, je vais me balader. Moi, j'ai besoin de m'occuper un peu la tête. Toi, t'es dans quelle catégorie? Alors, avant les courses, en général, moi, je prends le temps je sors de l'hôtel, j'appelle ma mère, j'appelle des gens qui connaissent pas en fait la performance, c'est des gens qui vont pas me rappeler la performance. Ouais, voilà. Appelle-moi pas. Hein. C'est sûr, je vais pas appeler aussi mon pote Mohamed qui va me rappeler les allures de 4 heures avant la course. Non, j'appelle ma mère, elle est juste contente. Elle connaît pas les allures, elle connaît pas les courses, même les Jeux Olympiques. Elle veut juste que tu ailles bien, en fait. Ouais, voilà, elle veut juste que je gagne. Elle me parle d'autres choses et j'appelle aussi des amis qui sont pas dans l'athlète. Pas du tout. Voilà, l'athlète, et parce que ça sert à rien de rappeler la performance ou la course 4 fois avant. On sait ce qu'on a à faire, on a travaillé pour. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec. Tu vois, moi, je regarde beaucoup de contenus qui n'ont rien à voir avec la course parce que je suis trop dans la course. Et je vois des gens autour de moi, quand ils finissent leur entraînement, ils vont regarder de la course, ils vont lire de la course. Mais il y a un moment où je pense que dans la vie, tu as besoin de faire autre chose pour que tu te sentes frais quand tu arrives sur la ligne de départ. Tu vois, que tu n'as pas fait la course avant la course, un peu. Comme tu... Exactement. Moi, je pense qu'il faut débrancher une fois l'entraînement est fini. Moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivé ici, une fois l'entraînement est fini, j'invite les potes. Ouais, ça vous dit un barbecue? Et on va à la maison, on fait un barbecue, on parle de tout et de rien. Et ça permet vraiment de switcher et de pas parler de l'athlète H24 et être enfermé dans la performance. Est-ce que tu as des hobbies à côté de la course? Je sais pas, du jardinage, de la musique, du piano, des jeux vidéo? Non, j'aime pas les jeux vidéo. Moi, j'aime bien cuisiner. Cuisiner, ok. Ouais, donc préparer mon plat, équilibré, faire plaisir. Ça aussi, j'aime bien. Toi qui cuisines à la maison, alors? Oui. C'est bien ça. Tu vas manger quoi ce soir? Tu sais déjà ou... Non, vraiment, j'arrive, je fais au feeling, mais je fais des trucs équilibrés, un peu de féculents, un peu de protéines, et voilà. J'ai plein de recettes sur Instagram que j'enregistre chaque fois que je le vois. Et... Moi, j'ai aussi enregistré, mais j'y retourne jamais. Quand je l'enregistre, je sais que j'irai jamais, mais je sais que je l'ai quand même, tu vois. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est une bonne source d'idées. C'est incroyable. En plus, quand tu commences à regarder des trucs de cuisine, ils te proposent que ça après. L'algorithme est bien. Moi, avec ma copine, on a fait un truc sur Instagram où on enregistre toutes les recettes et chaque fois, on se pose la question, on prépare quoi ce soir? On regarde, on dit, oh, tiens, on va faire ça, on va essayer ça. Ah, trop bien. Et c'est aussi bien. Ça permet de penser à autre chose, et comme elle n'est pas dans l'athlétisme, ça permet aussi de parler d'autre chose que l'athlétisme. Ça aussi, c'est bien. Ouais, parce qu'il y a des couples où les deux ils font du haut niveau. Il y en a plein en France d'ailleurs. Et des fois, je me dis, oh là là, de quoi tu parles? C'est comme un couple qui travaille ensemble. Au bout d'un moment, je pense que quand tu arrives à la maison, il faut arriver à distinguer les deux parce que c'est dur, compliqué. Hein. De laisser déconnecter aussi des fois. C'est tellement un sport difficile en fait que faut que tu penses à autre chose. Ouais, il faut penser à autre chose, il faut couper. Hein.
Est-ce qu'il y a un coureur, Ouais, c'est vrai. donc ça c'était, je sais plus qui a posé les questions, hein, je m'excuse, mais est-ce qu'il y a un coureur que tu redoutes plus sur 1500? Euro de plus? Que tu redoutes, dont tu as plus peur, quoi, tu vois? Non, vraiment, non, parce que on a vu sur les championnats ou même sur les meetings, tout le monde est. Tout le monde est une menace, en fait, un Ouais, peu. ouais, voilà. Tout le monde peut être fort ce Tout le monde jour-là. il peut être fort, comme on peut gagner contre tout le monde, je pense. Le seul que j'ai toujours pas battu, je pense, c'est Jacob Serincourt, mais sinon, j'ai tous battu Kerr, Kolleker, Ouais. Liguse. C'est vrai que ça met en confiance de les battre une fois, au moins. Parce qu'après, Ouais. tu les déshumanises un peu. Enfin, tu te dis, c'est pas des dieux. Et... Ouais, voilà. Après, même Jacob, on l'a vu sur les deux derniers championnats, il s'est fait battre. Donc, non, non. Sur le 1500, c'est une distance où tout peut arriver. tout peut arriver. Ouais. Moi, c'est une de mes distances préférées à regarder. Regarder, c'est Mais fun. c'est dommage, je ne sois pas doué sur 1500. J'aurais vraiment aimé faire des 1500. C'est trop Je bien. sais pas, hein, moi je viens du semi. Et... Ouais, mais j'en ai un peu fait, je sais, moi. Moi, c'est le quoi ton marathon. record du coup? Moi, j'ai fait 3,56. 3,56, j'ai commencé à 3,54. Donc. Non, je sais, mais je suis, enfin, là, je suis un peu âgé maintenant. Enfin, mais je veux dire, c'est là où je prends le plus de plaisir. Parce que entre le moment où tu pars et tu finis, tu as juste l'impression, un peu comme quand tu es dans une attraction à Disney. Je sais pas si tu as déjà fait. Oui. T'es juste dans le flow, c'était un trop bon moment et t'as envie. Moi, j'ai envie d'en refaire un après. Est-ce que ça te fait ça ou pas? Des fois, t'as fini et t'as dit, ah, j'ai envie d'en refaire un. Je trouve ça amusant comme course. Juste après l'arrivée, non. C'est peut-être parce que je me mets pas aussi mal que toi. Mais parce que je suis complètement lactique, j'ai envie de prendre un petit peu de temps avant de. Mais tu dis, ah ouais, si j'avais testé ça, parce que peut-être tu peux. Je sais pas, tu récupères vite, en fait, d'un 1500, tu peux en faire un quelques jours après. Tu sais, le marathon, c'est frustrant pour ça. T'en fais un par an et si c'est mort. Le 1500, je trouve ça amusant. Est-ce que t'aimes le 800 aussi comme distance? Oui, j'aime bien. Après, je pense en France, on a déjà une densité importante sur 800 mètres. Ouais. Comme je suis le meilleur sur 1500, je préfère rester sur 1500. Et si tu pouvais être le meilleur sur n'importe quelle distance, tu crois que ce serait laquelle que tu préfères? Non, 15. Vraiment. Okay, c'est vraiment ça que t'aimes, ok. Non, c'est ça. C'est une distance que j'aime beaucoup et je suis pas le seul. Regarde, toi aussi, t'aimes bien le 15. Ah bah moi, j'adore le 15. On va pas parler du 800 ni du 5000. Mais le 800, j'adorais aussi. À 5000, c'est l'enfer. Mais je pense que tout le monde est d'accord, même les gens qui font du 5000. Le 5000, c'est sympa jusqu'au 3000, quoi. Mais le 5000, ça fait mal tout de suite. Après, c'est du servi, ouais. Ouais. Après, toi, t'as quand même, si je dis pas de bêtises, aux 5000 mètres, un 13,38. Ouais, c'était en 2018. Ouais. Oui, bah non, pas des bonnes souvenirs parce que je l'ai fait sans prépa 5000 avec mon ancien coach. Hors de game, c'est ça? Hors de game 2019. 2019? Ouais. 13,38. Ouais, c'est ça, c'était juste avant que j'aille avec Philippe. Et t'as fait un 10 000 mètres aussi, j'avais oublié. En 2017. Ça, c'est long, hein. Ça, c'est long et surtout, j'ai pas préparé. Et je m'en rappelle toujours de ce 5000 et de ce 10 000. Il était tellement long. 25 tours. Faut pas regarder les tours. Hein. Sinon, surtout que déjà au 5000, j'étais pas bien. Il me restait encore 12 tours et c'était juste. Les 10 000. T'as déjà fait un 10 000 ou pas? Non, jamais sur piste, jamais. Ok, j'en ai fait un seul et qu'est-ce que c'est long. Les conditions n'étaient pas super non plus. Si je me souviens bien. Mais si on revient là-dessus, donc il y en a aucun que tu redoutes, mais est-ce qu'il y en a à l'opposé que tu apprécies, avec qui tu t'entends bien? Parce qu'au final, sur les courses, c'est toujours à peu près les mêmes coureurs. Il y en a avec qui tu as créé de l'affinité? Avec. Il est plus, je pense, sur le circuit et depuis l'année dernière. C'est Stuart McSwain, l'Australien. Mais il est jeune en plus, lui, non? Oui, je pense qu'il va revenir. Il est fort aussi sur 5000 et lui, vraiment, j'adore. Même si je parle pas très bien anglais, on arrive quand même à rigoler un peu. Il est vraiment adorable. J'aime même son style de course. C'est quelqu'un qui a pas peur, qui va devant, qui mène. C'est marrant parce que qu'en 2019, après ma saison, je l'ai fait lièvre. C'est une course, je me souviens plus, c'était en l'Europe de l'Est. Et plus tard, on court ensemble et il était choqué de la progression. Il m'a dit vraiment, ça fait plaisir. Est-ce que tu as déjà pensé sur une après-carrière à faire un marathon?
Un Après- truc qui te tente d'essayer? Parce que tu vois, Charles Philibert, là, il va faire New York. Le marathon de New York cette année, là, et ça vient d'être annoncé. En tout cas, je pense qu'il n'est pas pacer, non. Il fait le Non, il est marathon. annoncé sur New York, Il est ouais. annoncé sur New York, il fait cohorte 1500 aussi. On a hâte de voir ce que ça va donner, là. Est-ce que toi, un jour, ça te tentera d'essayer? Oui, en fait, après 2028, je suis toujours bon, c'est un 15, je vais continuer encore 2 ans. Sinon, ouais, forcément, je vais aller sur un marathon parce que c'est une distance qu'il faut faire une fois, au moins une fois Pour dans sa voir. vie. Mm. Que ça donne et peut-être ça marche pas, mais j'aimerais bien essayer le marathon. Et UTMB, pas trop? Pourquoi pas? Ça Ouais, il y a Hassan hein, qui s'est mis au avec trail. ton, hein. avec ton petit sac de trail. Ouais, bah, je vais voir avec Adidas, avec T-Rex, et voilà, on va se lancer sur UTMB. Il nous reste 2-3 questions. Est-ce qu'il y a une erreur en particulier qui t'a plus appris dans ta carrière? Une erreur, ça peut être à l'entraînement, en course, même dans les relations, je sais pas. Une erreur, bah, j'en ai fait un paquet, mais je me souviens pas vraiment. Pour moi, j'ai toujours appris avec les erreurs. Il faut, mais comme ça, je me souviens pas vraiment une erreur, une grosse erreur. Ok, en partie, il y en a juste plein. Mais, enfin, plein Plein de plus petites. petit, Ouais, c'est ça. et au fil de ma carrière, on apprend avec les erreurs. Ok. Est-ce que tu as un péché mignon incompatible avec le haut niveau? Péché mignon, tu vois? Ah ou pas? oui. Je pense que c'est les frites fait maison, ouais. J'adore ça. T'as une friteuse chez toi? Oui. Ah bah voilà, c'est ça. Ici, mais pas à la maison parce que chez moi, j'achète, je vais faire beaucoup. Donc. Ok. Tu cuisines tout le temps. Toi, tu commandes pas à manger ou des trucs comme ça. Bah, ça m'arrive Ouais. parfois après une séance où je finis tard, bah, je peux commander, mais si je peux cuisiner, je préfère. Quoi ton plat préféré? J'ai pas vraiment de plat préféré, mais j'aime bien, par exemple, les lasagnes. Ok. Ok. Et ton plat marocain préféré? C'est un truc qu'on appelle rfissa, c'est une sorte de... Bah, c'est comme des lasagnes, mais des petites crêpes comme ça, avec une petite sauce lentilles et poulet. Ok, ça donne envie d'essayer. Ouais, C'est j'ai peut-être faim, parce c'est que un j'ai jour, faim que je parle de ça. Si la prochaine, si t'en fais une à Font-Romeu, tu nous le dis, puis on. Je sais pas très bien faire parce que c'est un petit peu compliqué de Ok. le faire, mais si un jour vous faites, je sais pas, le marathon de Marrakech ou vous allez à Marrakech, Je vais sûrement aller au Maroc l'année prochaine parce que j'ai fait une petite conférence pour un club marocain, un gros club marocain. Parce qu'on a un de nos coachs qui coach un athlète au Maroc. Et ils l'ont invité au Maroc. Ils lui ont déroulé le tapis rouge, ils l'ont invité pour faire des conférences. Enfin, bref, ils ont été super sympas. Et ils m'ont dit, bah, l'année prochaine, viens si tu veux au Maroc. On va t'accueillir pendant une semaine. Fait qu'ils ont, eux, ils ont le sens de l'hospitalité, je pense, parce qu'ils avaient vraiment envie de nous montrer tout et tout. Fait que c'est possible que l'année prochaine, je suis jamais allé ni au Maroc ni au Maghreb. J'ai fait juste Kenya, Togo, mais quand même, ça a l'air d'être très différent culturellement. Ouais, au Kenya. Maroc, c'est très déchirant et on a cette culture de hospitalité, d'accueil. Hmm. Et je pense que tu vas aimer parce que vraiment, même la nourriture, elle est vraiment super bonne et aussi équilibrée, beaucoup de légumes. Là-bas, le dessert, c'est les fruits. Hein. Ah ouais? On n'a pas de dessert. Vous avez pas de dessert. Ouais, il y a des petits gâteaux, mais c'est plus ça, je pense. Tu vas bien apprécier. Tu t'entraînes des fois au Maroc ou... Oui, début de saison, je vais souvent là-bas en novembre parce que la région, je suis né en novembre, octobre, c'est vraiment bon, 27, 28 degrés. Ok. Il y a des parcours pour courir, il y a aussi une piste. Si on Hmm. fait pas beaucoup de pistes au début de l'année, il y a une salle de sport, bah, il y a tout ce qu'il faut en fait. Et je vais souvent avec des potes français, plus sur place, il y a des athlètes qui nous rejoignent pour nous aider aussi. Il y a Non. tout ce qu'il Est-ce faut. que t'as encore de la famille là-bas? J'ai encore mon père, ma belle-mère aussi là-bas, ouais. Donc, ça te permet aussi d'allier le sport et puis la famille, quoi, Ouais, de j'imagine. temps en temps, je vais aller la voir et ça me
permet aussi de se rendre compte que être en France, c'est une chance d'être ici, d'avoir tous les moyens. En arrivant là-bas, on voit que c'est un petit peu dur. Surtout la région où je suis moi. Alors dans les grandes villes, je pense qu'on voit moins, mais c'est comme au Kenya, je pense que toi t'as fait. Ouais, t'as c'est vu. pauvre, ouais. C'est pas misérable, mais c'est pauvre. Ils ont pas beaucoup de moyens. Au Maroc, quoi. un petit peu moins pauvre que le Kenya, mais quand même, on revient sur terre. Ouais, c'est... Ok. Intéressant. Ça me donne envie d'y aller. Est-ce que c'est Ifran? Non. Non, moi Ifran, c'est Benimlal, donc t'arrives soit à Marrakech, soit à Casablanca, et après Ok. il y a le semi de Casablanca Qui est bien? Bien Ok. Roland, ouais, j'ai fait l'année dernière à l'entraînement. J'ai amené la deuxième marocaine. Ça se gagne en combien le semi, tu sais? La deuxième, elle a fait une 11. Et chez les gars? Les gars, un peu vite quand même, une. Ok, ouais. Il y avait le marathon aussi, mais 2h07, 2h08. Ouais, quand même. Ah ouais, c'est un bon... Ok. Bon à savoir. Est-ce que il te reste des questions? Non. Moi aussi, j'ai fait le tour. On est pas mal, là. Ça nous laisse le temps pour aller s'entraîner. Bah c'est ça, hein. On va aller faire quelques 400. Non, c'est Nico Navarro, là, ce soir, il a 20 fois 400, 10 fois 300, et ce matin, il a fait 12 fois 1000. Ah oui, il fait du double seuil. Ouais, bah, c'est du double seuil, ouais, mais un peu en mode marathonien, tu vois. Ouais, allure très contrôlée. Ouais, il fait beaucoup de kilomètres. Le marathon, c'est nos limites sur les kilomètres. C'est un autre Open sport, bar. quoi. Open bar, ouais, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Asdine, pour ton temps. C'était très intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ce podcast. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Et on a hâte de te suivre sur cette fin d'année. Puis merci à tous pour vos questions aussi. Ça nous a beaucoup aidé à faire le podcast. Et nous, on vous dit à bientôt dans un prochain épisode. Ciao.